Obélix. Bonsoir, ces rasoirs, ce disque ou ce t-shirt, vous croyez les reconnaître? Eh bien, il s'agit de faux, exposés au musée de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est toute une industrie pirate qui vit au crochet de l'économie mondiale. On estime qu'elle représente aujourd'hui 5% du commerce international. Et avec l'ouverture des frontières, les nouvelles technologies, copier, comme vous allez le voir dans cette émission ce soir, devient de plus en plus facile. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, en France, alors que les douanes avaient saisi 210 000 faux produits il y a 3 ans, elles en ont saisi 11 fois plus l'année dernière. Un quart de ces faux articles étaient des objets vendus autour de la Coupe du Monde. Alors évidemment, ce chiffre donne une idée de ce qui rentre chaque année illégalement en France, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Et ce phénomène de la copie est à prendre de plus en plus au sérieux qu'aujourd'hui, avec Internet et des nouveaux appareils à la portée de tous, chacun pourrait presque s'improviser copieur à domicile. Un vrai jeu d'enfant, et certains le font. Alors, quel visage ont ces nouveaux pirates qui cherchent à surfer sur le succès des autres? Quelles sont les méthodes pour les démasquer? Comment les inventeurs d'une idée ou d'une marque peuvent-ils se protéger? Réponse ce soir dans Capital. Douaniers, détectives privés, leur métier traquer les faux produits. Comment ces limiers remontent-ils les filières de la contrefaçon? Des jeux vidéo ou des disques 3 fois moins chers que les originaux. Ces copies sont parfaites. Sont-elles légales? Qui est derrière ce business? Pour faire des tubes, ils reprennent parfois des morceaux composés par d'autres. Comment se partage le gâteau entre les stars de la musique? Astérix, le parc, les jeux et maintenant le film, ils s'inspirent tous de la bande dessinée. Tout le monde peut-il librement copier les héros gaulois? Et nous allons commencer cette émission avec tous ceux qui traquent les faux produits. C'est un métier spécialisé, très technique, une sorte de jeu du chat et de la souris, où il s'agit d'être aussi imaginatif, voire plus imaginatif que les pirates, et d'avoir un œil très aiguisé. D'autant qu'aujourd'hui, un très grand nombre de produits sont copiés, plus seulement les marques de luxe, comme cela a été longtemps le cas. L'année dernière, en tête du hit parade des objets saisis par les douanes, un lot record de 720 000 rasoirs Bic. Beaucoup de produits d'électroménager sont copiés. En deuxième position, les vêtements, beaucoup de marques de vêtements de sport, c'est ce que nous allons voir maintenant dans ce reportage. Et puis ensuite, les jouets avec une forte poussée des jeux vidéo. Alors, douaniers ou détectives privés, quelles sont les recettes de ces limiers de la lutte contre la contrefaçon? Comment les entreprises s'organisent-elles pour lutter contre ce fléau? Quels sont les moyens qu'elles mettent en œuvre pour coincer les pirates? Et que risquent les faussaires lorsqu'on les retrouve? C'est une enquête de Laurent Schuming, Nathalie Martin et Éric Georgeot. Quai d'Austerlitz, brigade d'intervention des douanes de Paris. On va attendre sous le pont avec Dorian et Florent. Vous allez vous mettre en pointe. Il est 17h, dernier préparatif avant l'opération. Du rideau. Si tout se passe bien, si les sacs sont alignés ou ramenés devant le local... Philippe Jay dirige cette équipe de 6 douaniers. 20-30 secondes, avant qu'on arrive. Ils ont repéré un trafic de contrefaçon aux portes de Paris. Direction les puces de Clignancourt. C'est ici que se déroule le trafic. Un groupe de vendeurs propose des faux sur plusieurs stands. L'objectif, c'est de saisir tout le stock de marchandises. Pour cela, il faut attendre le regroupement des vendeurs à la fermeture. Oui, Picasso à l'écoute sur le 4. Une équipe surveille dans les allées du marché. Les autres attendent en retrait le signal de départ. 1 heure plus tard. Bon, là, on est en train de se faire un peu repérer par des mecs, là. Donc, faudra pas trop tarder. Hein. Le top départ est lancé. Les douaniers se concentrent sur le dernier étalage encore ouvert, le plus important. La première équipe est déjà sur place. Mais le propriétaire du stand a disparu. Bon, alors, vous travaillez pour qui, là? Vous êtes un mandat? Vous êtes mandat?
Je garde le stand. Ah, attendez, vous êtes un vendeur ou quoi? Vous gardez le stand? Oui. Vous le gardez pour qui? Pour personne. Bon, vous exercez une activité commerciale illégale alors? Non. Bah, écoutez, moi je vous trouve derrière un stand. S'il y a quelqu'un qui veut acheter un produit, le stand est fermé ou il est ouvert? Le propriétaire revient, plutôt énervé, après quelques minutes. Écoute ce que je te dis. Vous dites qu'on vous emmerde. Je vous emmerde pas. Non, attends, tu m'écoutes s'il te plaît? Oh, comme ça, baisse d'un ton. Baisse d'un ton. Je baisse d'un ton, monsieur. Je lui dis qu'il m'énerve, tu sais pourquoi? Parce qu'il est ici, il te connaît pas. Il y a quelqu'un qui l'a interpellé. Il dit n'importe quoi. Voilà pourquoi il m'énerve. Ouais, c'est ça qui. On dit pas n'importe quoi. Bah si, il dit n'importe quoi. J'arrive, c'est tout. Je suis parti au toilette, j'arrive. Parce qu'il est passé là par hasard et que quelqu'un lui a dit de tenir le stand et il sait pas qui c'est, il sait pas à qui ça appartient. Pas nous prendre pour des cons non plus. Hein. Quelqu'un par hasard. Deuxième problème, les faux repérés depuis plusieurs semaines ont disparu. Il n'y a plus aucune contrefaçon. Vous achetez que ce genre de marchandises? Que ce genre. Rien d'autre? Et vous avez amené ça comment? Vous avez amené tout ça comment? Avec les sacs, comme vous êtes. Oui, mais comment? À pied? Non, à pied. Depuis le boulevard Ney? Voilà. Mais les douaniers savent qu'il a une voiture, et pour eux, pas de doute, c'est bien là que se trouve la marchandise. Donc ça c'est à ta sœur, ça c'est à toi. Non, c'est pas moi, c'est un ami, mais c'est pas. Et toi t'as pas de véhicule? Non, je n'ai pas de véhicule. Un coup de fil à la préfecture, et avec l'identité du suspect, ils obtiennent l'immatriculation en quelques minutes. Très vite, sa fourgonnette est repérée. Ah ouais, mais si on ouvre ça, on peut regarder s'il vous plaît ce qu'il y a dedans? J'ai pas les clés. Ah, elles sont où vos clés? Mon pote, il a pris, il est parti avec. Bah on va devoir la forcer. Hein. Pas de clé, il faut fracturer la voiture. Au total, plus de 200 sacs, bandeaux et autres pièces portant la griffe de marque très à la mode. Tout est confisqué. Il y en a pour près de 20 000 francs. C'est des contrefaçons ça? Hein? Non, pas des pour moi, vrais, c'est pas de la contrefaçon. Bon, attendez, ce sont des vrais? Vous les avez achetés? Non, c'est pas des vrais, c'est bah pas ouais. des vrais, c'est pas des faux. Donc, ouais, mais c'est qu'un logo. Non, je suis d'accord. Ça, c'est qu'un logo. Tu vois un logo, ça y est, tu penses à Eden Park. Mais tu peux ne pas penser à Eden Park. Et pourquoi ce logo-là? Hein? Pourquoi tu mets ce logo-là? Parce que c'est un logo qui marche. Et pourquoi il marche? C'est pas moi qui mets. Non, mais Attention. Pourquoi tu prends ce produit-là? C'est ce que t'as dit. C'est pas moi qui mets. Pourquoi tu prends ce C'est un produit-là? produit qui marche. Et pourquoi il marche? Hein? Parce que les gens ils pensent que c'est Eden Park, mais pour Et moi voilà. c'est pas Eden Park. Voilà Ouais, le mais pour problème. moi c'est pas Eden Park. Le vendeur est aussitôt embarqué. Il sera libéré tard dans la nuit. Il risque une amende de 40 000 francs. Et je vais rater le film de ce soir. Hein? Bah c'est toi qui veux le rater, c'est pas moi. Ah ouais? Moi je te laisserai partir chez toi. Hein. Bon, c'est gentil. Ah ouais, mais bon, faut pas trop nous reverser le rond non plus. Des opérations comme celle-ci, la Donne en a effectué plus de 6 par jour l'an dernier. 2 fois plus qu'en 97. Au total, elle a saisi 2 300 000 pièces en 98. Des faux interceptés sur l'ensemble du territoire et à tous les postes frontières, comme les aéroports. Orly. C'est ici que sont réalisés plus du tiers des saisies de contrefaçon. 90% des faux sont fabriqués à l'étranger, au hit parade des producteurs, l'Asie, le Maghreb, l'Europe du Sud et de l'Est. Des vols en provenance de ces zones à risque, il y en a tous les jours. L'aéroport est donc sous haute surveillance. Une cellule d'enquête sur le fret aérien a été créée pour repérer les arrivées suspectes de marchandises. Christophe Zimmermann et Jean-Pierre Ross sont douaniers. Ils font partie de ce service. Sur cet ordinateur, chaque jour en moyenne, 200 arrivées en temps réel. Il faut donc cibler les interventions. Pour cela, il s'appuie sur une bonne connaissance des méthodes des trafiquants. Sur le reste. Les exportateurs de contrefaçon, les organisations criminelles savent qu'on va les attendre en provenance directe d'Asie, par exemple. Ils savent que s'il y a un avion qui fait Asie-Orly, on sera là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des zones qu'ils ont, eux, déjà définies à l'avance, des zones tampons, c'est ce qu'on appelle les ruptures de charge. Ils déchargent, par exemple, à Beyrouth, et ils font reprendre un avion de Beyrouth sur Orly. Et l'origine, pour nous, quand on regardera, c'est Beyrouth. Donc, a priori, Beyrouth, c'est pas très intéressant au niveau de la contrefaçon. Cependant, on sait qu'ils utilisent certains aéroports pour faire ce transbordement et pour faire venir la marchandise d'un autre endroit que de l'endroit d'un lieu de fabrication. Ce matin, justement, ils ont repéré un colis en provenance des Antilles. Il doit repartir vers La Réunion. Donc, c'est arrivé ce matin.
Les douaniers soupçonnent que l'escale à Paris sert à brouiller les pistes. Et ce qu'ils étudient, c'est la carte d'identité de la marchandise. Pour de l'urgence, c'est étonnant ça aussi. Il n'y a pas de vol de réacheminement. Donc là encore, à voir. On va vérifier tout ça. C'est pas normal. Allez. Qu'est-ce qui est bizarre hein? Il y a plusieurs choses qui sont bizarres. C'est des lunettes, certes, mais des lunettes qui transitent de Guadeloupe sur la Réunion, via un hôtel. Un poids de 30 kilos, un coût assez prohibitif. Donc tout ça, certaines petites annotations qui sont portées dessus. Par exemple, il notifie l'urgence, le caractère urgent de la marchandise. En 30 kilos de lunettes, ça peut effectivement être quelque chose d'assez étonnant. Direction le magasin sous douane où vient d'arriver la marchandise. Ça là, ce sont vos outils de travail, là, ce que vous avez à la main. Voilà. Ça, c'est l'outil principal du douanier en action, ça. 36, ça doit être ça. C'est là. Là, manifestement, il s'agit des représentants. Manifestement, toutes ces... Oui, elles sont déjà classifiées. Ça, c'est pas impossible que ce soit un représentant légal d'une marque. Ouais, c'est bon. Là, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il s'agit de marchandises de démonstration qui sont distribuées par un attaché commercial qui doit se balader d'île en île. Et donc ça explique l'hôtel, là. Ce qui explique l'hôtel, tout à fait. Donc vous voyez, c'est relativement crédible. Et là, peut-être qu'effectivement, c'est urgent à des fins commerciales. Là, c'est raté. De toute évidence, ce ne sont pas des faux. Mais la mission des douaniers ne s'arrête pas là. Dans ces entrepôts, ils peuvent ouvrir n'importe quel colis, selon des critères bien précis. Critères qui sont très subjectifs, qui peuvent aller de la couleur du scotch à la couleur du carton. En fait, on sait un petit peu, compte tenu de notre expérience sur le site, on sait un petit peu d'où ça vient. Cette malle, ils viennent justement de la repérer. Ça nous fait penser à une affaire qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Direction les rayons X pour repérer d'éventuels objets métalliques suspects. Jusque-là, rien à signaler, mais ils ont un doute. Il y a des montres là. Le colis sera quand même ouvert. Et ça peut être des bijoux peut-être. Et cette fois, Voilà. c'est tombé juste. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Calvin Klein et Cartier. Bien. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du Nike. Voilà. On a Cartier qui fait du jean, évidemment. Hein, ça, c'est pas mal. Bon, inutile de vous dire que c'est vraiment de la très très piètre qualité. On a Calvin Klein qui donne malgré le fait que ce soit marqué classique, qui donne dans l'impressionnisme. Enfin, tout ça, c'est vraiment de la grosse contrefaçon qui vaut pas grand-chose. Au total, quelques dizaines de faux de marques très à la mode. Et ça, c'est le grand changement de ces dernières années. Les contrefacteurs n'investissent plus dans le luxe, mais investissent dans ce qui se vend. C'est-à-dire, le sportwear. C'est-à-dire un événement sportif qui est capable de concentrer énormément de publicité autour de cet événement. Type Coupe du Monde, type Tour de France. Il faut savoir que la douane française a saisi, pendant la période de la Coupe du Monde, plus de 375 000 articles, ce qui est énorme. En attendant le jugement, qui n'interviendra pas avant plusieurs mois, la marchandise est saisie et stockée dans un entrepôt particulier, leur caverne d'Ali Baba. Voici le résultat de quelques semaines de travail de ces enquêteurs. Dans ces cartons, il y en a pour plus de 70 millions de francs de marchandises, CD-ROM, ballons, chaussures ou vêtements, et au milieu, quelques pièces de collection. Voilà, en l'occurrence, pour la Coupe du Monde. Alors là, c'est assez loquace parce que vous avez 4 contrefaçons sur un même t-shirt. Vous avez la Ligue de football argentine, vous avez contrefaçon de la Fédération française de football, vous avez une contrefaçon de la marque déposée par ISL France 98, et de surcroît, vous avez la contrefaçon Adidas, c'est-à-dire que le short qui va avec est revêtu des 3 bandes. Voilà. Mais toujours, dans la tête des contrefacteurs, plus on en met, plus on met de marques sur un même t-shirt, plus il y a de possibilités de vente.
Donc plus ils n'hésitent pas à superposer X marques sur un même produit. En fait, ils créent quasiment leur ligne. Ils ont même des produits qui... Ils créent quasiment leur ligne parce que jusqu'à preuve du contraire, la Ligue de football argentine n'a jamais opté pour le logo du coq français. Au total, dans cet entrepôt, plus de 500 000 produits. Les saisies ont été multipliées par 3 en 2 ans. Le signe que la contrefaçon est aujourd'hui une véritable industrie. On a de moins en moins affaire aux petits artisans peu scrupuleux qui, en fin de soirée, allaient mettre quelques crocodiles sur des vieilles chemises. Aujourd'hui, on a véritablement affaire à des organisations structurées qui disposent de moyens industriels, et ça c'est très important, ce sont des moyens industriels qui sont mis en œuvre pour sortir des dizaines et des dizaines de milliers de ce genre de t-shirts. Moyens industriels et donc qualité industrielle. Du coup, parfois pour les douaniers, reconnaître le vrai du faux devient particulièrement difficile. Roissy, direction régionale des douanes. Une salle de classe. Ici, les élèves, ce sont les douaniers. Et les profs, les experts de plusieurs marques. Cet après-midi, ils vont leur apprendre à reconnaître le vrai du faux. Voilà un superbe faux qui est produit en République dominicaine. Vincent Rupin représente les cigares Habanos. Exactement la dimension de la boîte. Si vous avez une encoche droite, c'est un faux. Si vous voyez des bagues en Z, c'est un faux. On touche les produits, mais le cigare pose un problème particulier. C'est un produit de bouche. Donc la seule façon, je dirais, de détecter le faux, c'est de le consommer. Quand nous, ça nous arrive, qu'on ait des appels au secours en disant « Attendez, je ne sais pas trop ce que j'ai », c'est soit le cutter et on démonte le cigare, soit on allume le cigare. Deuxième prof de l'après-midi, Brigitte Charpentier, la responsable juridique d'Adidas. Dans son sac, elle amène un petit exercice pratique pour les douaniers. Une affaire de contrefaçon qui a été arrêtée par les douanes de Lyon. Et donc, il y a eu toute une série de ces chaussures-là qui ont envahi la France. Alors, si vous regardez, j'ai amené une boîte de vrai et une boîte de faux. D'accord ? Donc, vous verrez, c'est les mêmes chaussures qu'il y a à l'intérieur en apparence. D'accord ? Maintenant, je vais les laisser circuler. Vous me direz lesquelles sont les vraies, les fausses. Les fausses sont des faux. Alors, c'est bien fichu quand même. Elle est moins bien faite. La couleur est différente, la couture n'est pas terrible derrière. Il y a de la colle qui apparaît dedans aussi. Celles-là sont mieux finies. Oui. Bon, j'en sais rien. Un peu casse-tête. Très casse-tête. La couleur diffère. La vraie, c'est la petite. Je tentais de dire. La petite et la fausse. La petite est vraie. Non, est fausse. Je pense aussi que c'est les... Il y a des aspérités. Les petites, là, les fausses. Moi, je pense aussi. Non, je dirais celle-ci. Celle-ci est vraie. Qui c'est qui a raison Lui, moi, lui, je sais rien. Celle de droite, celle de gauche. Alors, elle est vraie ou fausse? Fausse. Elle est fausse, la grande. Les deux sont fausses. Résultat, Non. la moitié de la salle avait tort. La petite est vraie. Et la grande est fausse. Qui sait qu'il y a les boîtes? Elles sont là-bas. Cette chaussure remarquablement copiée est aujourd'hui un symbole de la lutte contre le faux. Quelques jours plus tard, dans la banlieue lyonnaise, près de 20 000 paires de cette même copie sont détruites, broyées. 6 ans d'enquête et de procédure pour démanteler ce réseau de contrefaçon d'origine coréenne. Le trafic a fait trembler la marque. Brigitte Charpentier savoure son succès devant la presse locale et nationale. Effectivement, c'est le début d'une longue procédure parce que on a commencé à en trouver dans des grandes surfaces et un petit peu partout. Et là, au fur et à mesure, nous avons tiré le fil, nous avons découvert qu'il y en avait sur toute la France. Et c'est un produit qui a envahi la France entièrement et qui a tué donc le produit authentique en l'espace de 2 ans. Des faux indétectables qui inondent le marché, c'est la hantise de toutes les marques. Mais il y a pire encore. Retour à Paris dans les bureaux d'Adidas. Michel Oppé est consultant. Sa mission, c'est de lutter contre les faux. Parce que les autres produits, j'ai rien entendu
Dis-moi, là, on va aller dans... Je crois que c'est Faubourg Saint-Denis ou un truc comme ça. Oui. Il y a un magasin qui vend des maillots. Des maillots du Bayern. Et puis... ouais. Aux alentours de 80 francs. Pas cher, non? Pas cher, d'autant plus qu'un maillot, un réplica au minimum, c'est 320 francs. Un magasin qui vendrait des maillots de foot à un prix 3 fois inférieur à la normale. Ils sont sur une piste. Avec Gérard, un responsable commercial, il se rend sur place pour acheter le maillot suspect. Bonjour. Bonjour. On n'est plus XL dans ce modèle-là? Oui, voilà. Ah bah si, j'ai un XL là. Un XL, voilà. Ouais, XL. Pour vous? Ouais, c'est pour moi. Oui, c'est bon. C'est 89 francs. Au revoir, monsieur. Ouais, c'est un Bayern. Un vrai Bayern? Oui, c'est un vrai Bayern. Ouais. Et il est 89 francs, il est encore de la collection. Aucun doute, c'est un vrai maillot Adidas. 89 balles. Mais lui, il a été livré par qui? Je comprends pas. Déjà, il te donne pas le ticket de caisse. Hein, il donne pas de ticket de caisse. Pas de ticket de caisse pour ne pas laisser de traces. Un vrai maillot 3 fois moins cher. Alors d'où vient-il? On a compris que c'était... Adidas sous-traite sa fabrication dans 450 usines du monde entier. Principalement les pays d'Asie, du Maghreb et de l'Amérique du Sud. Chacune d'entre elles possède le savoir-faire de la marque, les machines, les tissus et les logos. Et pour certains d'entre eux, la tentation c'est de fabriquer plus de produits que la commande. On appelle ça le marché parallèle. C'est de là que vient notre maillot. Le marché parallèle, c'est en général un sous-traitant qui a reçu une commande de 100 000 et qui en fabrique 150 000, 50 pour lui et 100 pour le client. Et bien entendu, ça coûte beaucoup moins cher. Des produits authentiques mais revendus à l'insu de la marque, voilà le problème pour les grands groupes. Et le seul moyen pour eux de casser le trafic, c'est de remonter les filières jusqu'au sous-traitant qui les a trahis. Pour ces enquêtes, Michel Opé dispose d'un réseau d'informateurs. L'un d'entre eux vient justement de repérer un grossiste qui cherche à écouler des marchandises suspectes en Afrique. L'informateur a réussi à se procurer la liste de ce qui est à vendre, des produits de marque en grande quantité, à des prix anormalement bas. Il y a des chemises, par exemple, des chemises Cardin, qui valent aux environs de 60 francs pièce. Il y a des produits Adidas qui sont vendus par conteneur entier, 5 à 6 000 pièces par conteneur. Il y a du Courrèges, enfin bon, il y a un certain nombre de marques. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est le prix auquel c'est vendu. Ce sont des prix qui me paraissent impossibles si ce sont des produits normaux. Pour remonter cette filière, Michel Opé va tendre un piège au grossiste propriétaire de la marchandise. Il se fera passer pour un employé peu scrupuleux d'Adidas, prêt à lui fournir des contacts en Afrique. Comment comptez-vous vous y prendre pour y arriver? Je vais tâcher d'engager la conversation de manière à ce que tout paraisse normal, clair. Et peut-être que ce monsieur sente chez moi la possibilité de le mettre en contact avec des gens que je peux connaître en Afrique et qui éventuellement pourraient être intéressés par ces marchandises. Je crois que c'est une manière de le mettre en confiance. Et c'est en utilisant ce stratagème que Michel Opé réussit à organiser ce soir une rencontre avec le grossiste dans les locaux même de la marque aux 3 bandes. 17h, arrivée de l'informateur. C'est grâce à lui que la rencontre est possible. Michel Opé nous a laissé filmer ce rendez-vous. Il veut en faire un cas exemplaire. Pour cela, nous avons installé 2 caméras cachées. Une demi-heure avant l'arrivée du grossiste, échange des dernières informations. Dis-moi alors, monsieur qui c'est, puisqu'il n'est pas là. Le président du groupe, il y a 7 sociétés après qui sont rattachées à holding. Il a une agence de mannequins, il fait du négoce, il fait du prêt-à-porter, il fait de la sécurité, il fait tout un tas de choses. Il y a 7 sociétés qui sont raccrochées à ce groupe qui est donc délocalisé en Angleterre. D'accord. 17h30, arrivée du grossiste.
Bonjour monsieur. Bonjour, Ça va? Ça va, merci. Ouais. Entrez. Honnêtement, je pensais arriver au moins avec 1 heure de retard. C'est vrai? Alors tout va bien? Tenez-moi votre manteau si vous voulez. Voilà. Alors, on va gagner du temps parce que c'est un rendez-vous après. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille à... C'est un ami aussi, tu vois, depuis longtemps que je travaille avec lui. C'est pour ça qu'il se fait engueuler, parce qu'il aurait dû me présenter à vous depuis longtemps. Alors là où nous sommes installés d'abord. Nous sommes installés en Espagne, en Tunisie, en Angleterre et en France. Ah oui, bah, c'est ce qui est sur le fax. Ouais. Londres, Paris, Tunis, Casablanca. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite que c'est pas piqué, ça sort de vos usines à Tunis. Donc c'est pas du faux? C'est pas du faux. C'est du parallèle. Honnêtement, j'appelle pas ça du parallèle, parce que j'ai ce que je veux quand je veux. Oui, d'accord. J'appelle ça sortie d'usine. D'accord. Du sous-traitant tunisien. Voilà. Confirmation, la marchandise viendrait donc des propres usines d'Adidas en Tunisie. Donc, et encore là, il y a notre marge. Mais Michel Opé pousse l'investigation dans une autre direction. Mais là, par exemple, en Adidas, est-ce que vous pouvez avoir des produits dans les usines de sous-traitants en Asie? Non. Non. Donc là, c'est uniquement textile. Textile sorti de... D'accord. L'Asie est définitivement écartée. Vous avez tout ce qui existe en Tunisie, en sportswear, passe obligatoirement par moi. D'accord. Que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas. D'accord. Que même moi, si je le sais pas, ça me tombe quand même dans ma poche. D'accord. Ouais. Bon, on va y aller. Ok, Jackie. Donc n'hésitez pas. Bien sûr. Pour Michel Opé, la conclusion de l'entretien est claire. Ah bah il y a un traître en Tunisie, ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui vous trahit régulièrement. Régulièrement. Et puis bah, c'est pas un petit paquet par la porte de derrière, hein. Vous savez, des containers de 5-6 000 pièces à la fois. C'est fou. Son premier objectif, c'est d'identifier rapidement le sous-traitant. Quant au grossiste, Adidas ne peut rien contre lui tant que l'origine frauduleuse de la marchandise n'est pas prouvée. Pour l'instant, c'est un homme tranquille. Il a l'air en tout cas bien serein. Il n'est pas antipathique du tout, hein. Il est serein, il a bien raconté les choses. C'est parce qu'il était en présence de mon ami, il était en confiance. Enfin, c'est extravagant, hein. Extravagant. Là, je sais pas, vous êtes trouvé en face de quelqu'un qui fait, dans ce marché, qui est un marché de trahison des marques pour lesquelles les sous-traitants travaillent. C'est un type qui fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Des dizaines de millions. Et puis qui en gagne beaucoup. 5 jours plus tard, même endroit, deuxième rencontre. En Tunisie, Adidas a 3 sous-traitants. Et pour retrouver le traître, Michel Opé doit impérativement voir les produits. Pour le propriétaire de la marchandise, l'objectif reste le même, trouver des clients en Afrique. Bonjour. Cette fois, il est venu avec des échantillons. On va regarder 2 ou 3 produits et puis après, on va... Alors, attendez. Après examen des produits, Michel Opé abat sa dernière carte. Pour évacuer tous les doutes, il propose tout simplement de se rendre sur place, chez le sous-traitant. Alors, est-ce qu'éventuellement il y a moyen d'aller en Tunisie avec vous? Dans la mesure où les gens peuvent s'être intéressés, c'est mieux qu'ils traitent là-bas. Non. Non? Ah, ils ne traiteront pas là-bas. Ah, ils ne traiteront pas là-bas? Non, négatif. Et ça, c'est la par cas. Négatif, moi je leur fais... Alors, c'est ma méthode de travail, quel que soit le produit. Hein. Ils ne doivent pas savoir d'où ça vient. Ils payent prix départ Tunis. Oui, comme tu m'excuses, Jackie, 2 secondes. Ils payent départ Tunis. Et comme j'ai une boîte de transport, je leur livre. Le grossiste a tout prévu. C'est lui qui livre la marchandise. Impossible d'en savoir plus sur son origine. Pour Michel Opé, l'enquête n'ira pas plus loin. Le service qui gère l'ensemble des commandes de la marque a pris le relais. Ils sont en ce moment à la recherche du sous-traitant indélicat. Celui-là risque de perdre son contrat avec Adidas et d'hypothétiques poursuites judiciaires. En Afrique. Gérard ? Quant au grossiste, selon Michel Opé, il ne risque pas grand-chose. Ils ne vont pas en France. Ils ne vont pas en France. C'est une société étrangère qui achète à un fabricant étranger et qui vend en dehors de la CE. Des sous-traitants dans le monde entier, des productions difficiles à contrôler.
Contrefaçon ou marché parallèle sont devenus de véritables industries. On estime qu'ils représentent aujourd'hui près de 5% du commerce mondial. Christian London, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur juridique de la chemise Lacoste, une marque connue et copiée. Vous avez d'ailleurs amené une fausse Lacoste sur ce plateau. Alors, on va la regarder. À l'œil nu, vraiment, on ne voit pas la différence avec une vraie. C'est une copie confondante, comme l'on dit. C'est un peu comme les douaniers qu'on a vu dans la séquence Adidas. À mon avis, ça doit être difficile de voir la différence. Sauf peut-être pour un œil averti comme le vôtre. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de fausses chemises comme ça qui arrivent chaque année en France? Il y en a un certain nombre chaque année qui arrivent en France. Combien mais pas seulement en France. Environ, cette année, 5000 pièces ont été saisies cette année en France. En France. Dans le monde entier, 260 000 et 460 000 objets Lacoste fournis, saisis. Saisis dans le monde? Dans le monde. Chemise ou autre chemise ou autre chaussures, etc. Alors, c'est vrai que je disais, un œil non averti, enfin, nous, on voit ça, on a vraiment l'impression que c'est une vraie, quoi. Comment est-ce qu'on peut voir la différence? Non, ça n'est une vraie qu'en apparence et très rapidement, parce qu'on se rend compte très vite que c'est une fausse. D'abord, l'abondance de marquage. Ici, sur la manche. C'est bien, les marques. On se dit, oui, mais là c'est trop. Une seule suffit, à la limite. Les boutons en plastique marqués, encore une fois. Vous avez surtout ici ce crocodile de poitrine, cet emblème qui est brodé à l'intérieur de la chemise, ce qui n'est jamais le cas sur la chemise originale. C'est subtil, hein, comme différence. Parce oui, mais ça se voit quand même très rapidement quand vous l'achetez, quand vous la prenez en main. À la limite, ce qu'on voit surtout et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le prix, la différence de prix. Combien vaut une chemise comme ça par rapport à une vraie? Ça dépend où vous vous situez dans la chaîne de l'achat. Si vous êtes dans le pays producteur, disons la Thaïlande... Si on va l'acheter en Thaïlande, ouais, combien vous la payerez entre 15 et 20 francs, 25 francs. Si on la retrouve sur un marché en France venant de Thaïlande ou de Turquie? Alors, sur un marché en France, vous avez la marge des importateurs, grossistes, demi-grossistes et revendeurs. Donc on vous la proposera à 150 francs. Alors que la vraie, dans un magasin... Dans les 400 francs. Dans les 400 francs. Ah, et donc on comprend que ça puisse être intéressant quand on voit, pardonnez-moi, la qualité de la copie, même si un œil averti peut voir les différences. Comment vous luttez contre ça? Est-ce que ça représente un manque à gagner important pour vous? Non, la qualité est mauvaise, je tiens à le dire quand même. Quand vous l'avez en main, vous le sentez. Ça constitue un préjudice très important pour une société, quelle qu'elle soit. C'est du vol, hein, c'est du vol d'image, du vol de signature. Ça veut dire que on vous vole votre image, on vous l'avilie, on vous dévalorise. Quand vous voyez un produit qui n'est pas beau, vous n'avez pas envie de l'acheter. Donc c'est certainement un manque à gagner direct pour la chemise Lacoste, des pertes de vente qui découlent de cette perte d'image, mais c'est aussi un manque à gagner et des pertes pour tout ce qui est en amont et en aval de la société, les fournisseurs, ensuite en dessous les distributeurs, les licenciés et autres. On va regarder la carte mondiale de la contrefaçon. La carte mondiale de la contrefaçon, les pays où il y a le plus de faux. Là, on ne parle pas des circuits parallèles, comme on l'a vu à la fin de ce reportage avec Adidas. Ce ne sont pas des circuits parallèles, ce ne sont pas vos sous-traitants, ce sont des usines qui font des faux. Alors, il y en a beaucoup en Corée. Pas tant pour Lacoste que pour les autres produits dans le monde. La Corée est en tête aujourd'hui dans les usines de contrefaçon, devant la Chine, la Thaïlande et l'Italie aussi. Et vous, où sont fabriquées les fausses chemises Lacoste? Nous, effectivement, la Corée ne pose pas un problème particulier. La Thaïlande continue à être un des producteurs importants. La Turquie produit énormément de contrefaçons, dont des contreforts Lacoste. Nous avons aussi des problèmes en Italie et au Portugal. Dans le nord du Portugal, il y a des fabrications de contrefaçons. Ce que laissait entendre de la fin de ce reportage, c'est que quand on ne vend pas en France, quand on est en dehors de la France, c'est très difficile de coincer vraiment les gens. En France, il faut signaler simplement que les textes condamnent assez lourdement la contrefaçon. N'importe qui dans la chaîne, dans la filière, qui serait arrêté en France et qui vendrait en France, pourrait avoir une amende qui irait jusqu'à 1 million de francs. On l'a vu au début du reportage, 40 000 francs là, sur un marché, jusqu'à 1 million de francs et jusqu'à 2 ans de prison. 2 ans de prison. Est-ce que vous avez... Plus la confiscation, plus la fermeture du magasin, plus l'affichage et d'autres peines accessoires. En dehors de la France, est-ce que vous avez déjà condamné des gens à des peines de prison, par exemple? À des peines de prison avec sursis, oui. Il y a eu des condamnations. Et tout récemment en Belgique, à des peines de prison ferme, par exemple. Dernière question. Quand nous, on achète un faux,
On se souvient d'une campagne qu'avait fait le ministère de l'Industrie il y a 2 ans, je crois. Et on reprenait d'ailleurs votre logo, on reprenait un animal d'importation non déclaré peut vous coûter cher. Sous-entendu, si vous arrivez à la douane avec une fausse chemise achetée, ça peut vous coûter cher. Et cette campagne reprenait également une autre marque connue de luxe, cette fois, avec elle vous allez avoir un succès fou à la douane, une marque de luxe connue. Sous-entendu, c'est un peu ironique, si vous arrivez avec le succès fou, ça peut se transformer en quoi? Ça veut dire qu'on peut vous arrêter? On peut un succès fou auprès des douaniers, parce que d'abord ils vont vous saisir les produits. Donc on saisit. Ils vont vous infliger une amende douanière. Ouais. Et si les quantités sont plus importantes, ils peuvent même, ça ira donc devant le tribunal correctionnel, vous pourrez être condamné à une peine de prison, à une peine d'amende et à des dommages d'intérêt envers la marque qui a été lésée, qui s'est portée partie civile. Oui, enfin ça c'est si vous faites du trafic, mais si vous allez en vacances, vous baladez, vous achetez sur un marché un faux, vous n'allez pas me dire qu'on va faire de la prison quand même. Non, mais votre produit sera confisqué. Oui, il sera confisqué. Il sera confisqué. Voilà. Et si on l'achète... Mais si vous achetez un produit faux sur un marché de la périphérie parisienne, il est évident que vous ne serez peut-être pas poursuivi pour ça, mais si vous rentrez chez vous et qu'à l'occasion de votre transport vers votre domicile, la douane vous arrête pour contrôler votre véhicule et trouve cette contrefaçon, elle vous le confisquera de toute façon. Ce serait vraiment pas de bol, que la douane juste... Mais les douaniers, ils sont comme ça. Oui, si la douane confisque... Là, la possibilité de vous le confisquer. Oui, ça serait pas de chance, mais il faut effectivement... C'est rendu possible par les textes. C'est rendu possible par les textes. Il faut dire que depuis 4 ans, effectivement, la contrefaçon est considérée comme un délit douanier aussi, ce qui donne une marge de manœuvre importante aux douanes pour confisquer ces produits. Ces produits qui donc ont du succès notamment auprès des jeunes, car ils aiment les marques, et les marques parfois ils trouvent qu'elles sont un peu chères, et que quand on les copie pas cher, c'est aussi bien finalement, et pas seulement dans les vêtements, mais aussi, vous allez le voir dans la deuxième partie de cette émission, pour les disques, pour les jeux vidéo, une industrie des loisirs, une industrie musicale, où même les artistes ne donnent pas souvent l'exemple, car ils se pillent eux-mêmes, vous le verrez, tout de suite, après une page de pub, dans quelques instants. Des disques 3 fois moins chers que les originaux, ces copies sont-elles légales? Les stars de la musique reprennent les tubes du passé. À qui profitent ces nouveaux succès? Astérix, le parc, les jeux, le film, peut-on librement copier les héros gaulois? Les nouveaux pirates, deuxième partie de cette émission. Nous avons vu dans la première partie qui étaient ceux qui luttaient contre la contrefaçon de marques connues. Nous allons voir maintenant qu'il existe un domaine très difficile à protéger, encore plus difficile peut-être, ce sont les idées. Les idées, ce sont les créations intellectuelles ou artistiques, cela peut être un jeu, une chanson, une bande dessinée. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les pirates peuvent copier de façon de plus en plus facile, profiter d'un certain flou juridique. Bien sûr, il existe des lois et des droits d'auteur qui sont censés protéger les auteurs, mais la copie devient facile. On peut par exemple aujourd'hui, chez soi, copier un disque ou un jeu vidéo. Et la copie est parfaite. Alors forcément, cela inspire des vocations. Jusqu'à quel nombre a-t-on le droit de le faire? Que risquent ceux qui en font un business? Comment les multinationales défendent-elles leurs intérêts et ceux de leurs auteurs? C'est un reportage d'Hervé Bouchot et Xavier Deleu. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le repère d'un pirate. Une chambre d'adolescent de 8 mètres carrés au cœur d'un appartement parisien. Julien a 14 ans, il est collégien et passionné d'informatique. Son passe-temps, la contrefaçon de jeux vidéo. On prend l'original. Donc là, je vais faire une copie de ce jeu-là et un CD vierge. Donc... Julien possède un graveur de CD qu'il a relié à son ordinateur. Aujourd'hui, grâce à son installation, il peut recopier tous les disques qu'il veut, les CD de musique et les CD-ROM de jeux vidéo. Donc là, il me suffit de lancer le CD. Comment qu'il reconnaît les CD que je viens d'insérer. Après, copier. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique pour copier. Très peu, juste pour l'installation du graveur. Grâce à son graveur, Julien possède aujourd'hui toute une collection de jeux copiés. Le disque vierge ne coûte que 10 francs, il fait de belles économies. Ça, c'est donc Tennis Arena à l'original, que j'ai acheté, qu'on m'a passé il y a 1 an. Et celui-ci, c'est le copier, donc voilà. La différence de prix, donc? La différence de prix, 400 francs, 10 francs. 400 francs un CD qui nous sert peut-être pas très longtemps, c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc quand on peut l'avoir à 20 fois moins cher... Et oui, à 20 fois moins cher, on ne s'en prive pas.
La collection de Julien, c'est 15 jeux originaux et 50 jeux copiés. Ça y est, c'est terminé, le disque est gravé. Il faut une demi-heure pour obtenir une copie parfaite du jeu vidéo. Démonstration. Ce jeu est sorti juste avant les fêtes de Noël. C'est l'un des plus gros succès de la saison. Et Julien ne s'est pas contenté de le copier pour lui. Il en a fait un petit commerce en revendant des copies dans la cour de son collège. Il demande 70 francs pour un jeu vidéo, 40 francs pour un CD audio. Il en a déjà vendu une centaine. Comment ça se passe dans les listes au collège? Tout le monde le sait. Que tu copies des disques? Oui. Bouche à oreille. Maintenant, j'ai pas ma clientèle, mais certains m'achètent beaucoup. Selon toi, c'est légal ou illégal? Illégal. Illégal. Tu sais ce que tu risques? Entre 10 000 francs et 200 000 francs d'amende. Et normalement, pour un adulte, ça peut être de la prison. Mais bon, pour moi, non. Julien avait acheté son graveur 3 000 francs. En moins de 2 mois, il l'a rentabilisé. Les graveurs de CD, on en trouve aujourd'hui dans tous les grands magasins. Et les prix ont baissé, les moins chers sont à moins de 2 000 francs. Les disques vierges qui permettent de faire les copies sont vendus 10 francs pièce. Et par paquet de 50, on se les arrache. Il y a effectivement un peu de pénurie à l'heure actuelle, ça a un peu trop bien marché et certains rayons n'ont pas pu être approvisionnés comme on aurait aimé, mais c'est révélateur effectivement d'un gros succès pour ce type de produit. Ouais. L'année dernière, il s'est vendu 4 fois plus de disques vierges que l'année précédente, une explosion qui inquiète beaucoup les éditeurs de musique et de jeux vidéo. Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. Nous sommes chez Infogrames, le plus gros éditeur de jeux vidéo français. Bruno Bonnel est le PDG de l'entreprise. Il vient de lancer la production d'un nouveau jeu, les aventures de 2 héros de dessin animé, Bip Bip et Coyote. Dans ce bureau, on met au point les décors dans lesquels se promèneront les personnages. Il y a le modèle couleur. Ça c'est pas mal, c'est les vues qu'on a. Mais dans le design du jeu, on va pouvoir bouger la caméra ou bien elle est fixe? En fait, ouais, tu pourras bouger la caméra dans tous les sens. Par moment, on pourra la positionner. Fabriquer un jeu comme celui-ci, ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. 3D, Bon, bah là, le plan de travail est de l'ordre de 18 mois. Donc là, c'est la première équipe, c'est l'équipe de création, conception, graphisme. Il y a une autre équipe qui est l'équipe de codage. Il y a une autre équipe qui va être l'équipe d'assemblage. Donc l'ensemble de la chaîne va représenter, je pense, une dizaine de personnes qui vont travailler ensemble pendant 18 mois à peu près. Donc le coût de développement de ce jeu-là aujourd'hui doit être de l'ordre d'une dizaine de millions de francs. Pour rentrer dans ses frais, Bruno Bonnel doit vendre 100 000 exemplaires de chacun de ses jeux. Le trafic des disques copiés dans les cours de lycée ne l'amuse pas du tout. Selon lui, les copieurs représentent une menace réelle pour son entreprise. Le pirate, il est présenté comme sympathique parce qu'il est souvent un élève brillant, il est plus intelligent que les autres parce qu'il sait manipuler l'électronique ou l'informatique. Alors on dit, ah ben c'est un petit garçon sympathique. Non, le pirate est un bandit. Le pirate est un bandit, il n'y a rien à attendre de bon des pirates. La seule chose pour un éditeur, c'est si on trouve des pirates suffisamment sophistiqués pour craquer systématiquement les défenses d'un logiciel, il ferait mieux de nous appeler parce qu'ils trouveraient du boulot et qu'on les embaucherait avec grand plaisir. Donc au lieu de pirater et être du côté de la force noire, qui viennent créer des jeux et montrer qu'ils ont de la créativité beaucoup plus intéressante pour le grand public au niveau international. Arrêtez, j'ai rien fait! Taisez-vous! Lâchez-moi, vous êtes là! Alors, on a peur dans le noir, hein? Infogrames, comme les autres éditeurs, essaie de mettre des protections informatiques dans ses jeux pour les rendre impossibles à copier. Mais c'est une course contre la montre. Les surdoués de l'informatique finissent toujours par découvrir un moyen de contourner les systèmes de protection. L'excellente protection, c'est la protection qui durerait indéfiniment. Maintenant, on sait très bien que dans notre métier, les systèmes évoluent, les gens deviennent de plus en plus pointus, donc les hackers aussi. Donc aujourd'hui, on est sur des systèmes qui durent entre 3 et 6 mois. Comme il est difficile de protéger les jeux, les fabricants ont essayé de protéger la console qui sert à les lire. La voici.
Quand vous l'achetez neuve, elle est programmée pour ne pas pouvoir lire les disques copiés. Mais il est très facile de contourner cet obstacle. De nombreux magasins proposent de la modifier. Ils l'affichent même sur leur vitrine. Pour le vérifier, nous avons acheté une console neuve et nous avons demandé à la faire modifier. L'opération est très simple, il suffit de quelques points de soudure et en 5 minutes, cette console neuve est capable de lire n'importe quel CD pirate. Est-ce légal? Difficile à dire. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de procès. Nous sommes allés voir le fabricant avec notre appareil modifié. Cette console a été vendue à 3 millions d'exemplaires en France. Et ici, on n'apprécie pas du tout que les revendeurs s'amusent à la trafiquer. Le PDG a même décidé de les poursuivre en justice. À court terme, c'est des gens qui vont faire un peu d'argent, tout ça, pour installer une puce pour 200 francs. Et puis, mais à moyen terme, ils vont porter atteinte aux ventes de jeux en France. Et puis le marché, un jour ou l'autre, s'écroulera. C'est tout. Évidemment, c'est imbécile. C'est vraiment du court terme. Oui. Furieux contre les magasins, le PDG l'est aussi contre les jeunes pirates qui copient et revendent les jeux. Là aussi, il a décidé de faire des exemples. On a une vingtaine de procès en cours. Je peux vous citer le cas d'un petit jeune dans l'Est qui vient de se faire piéger, qui a été jugé, et ça va lui coûter 50 000 francs quand même. Qu'est-ce qu'il faisait ? De la piraterie, mais je dirais, il avait un copain qui lui achetait, il avait un graveur de CD, ils achetaient des CD vierges, et puis il en faisait, comme je le disais, on en a saisi 400. Donc il les vendait 150 francs, vous voyez, il a fait... Mais il a dû en faire plus, certainement. Mais enfin bon, il a été pris, il a été condamné, il est passé près de la prison avec sursis. Vous savez, quand vous avez 20 ans, et c'était en plus un jeune homme de bonne famille, donc qui appelait à reprendre l'affaire de ses parents. Donc si vous voyez, c'est quand même risqué tout ça. Hein. Il faut le savoir. Et souvent, les parents ne savent pas suffisamment. Hein. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière tout ça. Le problème, c'est que la copie en elle-même n'est pas illégale. D'ailleurs, aujourd'hui, même plus besoin de vous acheter un graveur. Voici, à Valence, la première boutique qui propose de dupliquer vos CD à la demande. C'est en plein centre-ville. Voilà, nous sommes à plein centre-ville, le boulevard principal est au bout de la route. Qu'est-ce qu'il y a de marqué donc là alors ? Voilà, la duplication de compact disque en livre au service, donc qui est la boutique dont j'assure la direction. Vous êtes le premier en France à proposer ce type de service ? En livre au service, oui, tout à fait. Et à l'heure actuelle, il me semble bien que je serai encore le seul. Selon la loi, on a le droit de faire une copie d'un programme informatique que l'on a acheté. Cela s'appelle une copie de sauvegarde. Et un jeu vidéo sur CD-ROM est un programme informatique comme un autre. Mais certains clients interprètent la loi à leur façon. Ça, c'est un jeu vidéo et bon, je l'ai acheté moi. Et j'ai un ami donc qui voulait avoir une copie. Voilà. Donc on vient ici, on donne l'original et on repart avec 2 exemplaires. Ce type de duplication est parfaitement légal, à pas condition que ce soit une copie de sauvegarde. C'est-à-dire que le propriétaire de ce CD doit conserver la copie de sauvegarde. Je croyais qu'on avait l'autorisation de faire une copie, voilà, mais je ne savais pas qu'il fallait la garder pour soi. La copie est légale à condition d'être conservée par son propriétaire. Mais une fois sorti du magasin, le patron ne peut pas contrôler ce que fera le client. Il vient chez moi avec son CD original, il repart avec sa copie de sauvegarde. Je ne suis en aucune manière maître de l'usage qu'il va en faire une fois qu'il est sorti de chez moi. Voilà. Ceci dit, ça c'est un avertissement que nous diffusons à l'intégralité de notre clientèle, qui reprend les différents textes de loi et les différents avertissements nécessaires sur l'usage qu'ils ont le droit de faire de la copie faite chez nous. Dans cette boutique, on ne copie pas que les CD-ROM. Vous pouvez aussi réaliser des copies de vos disques préférés. Certains clients ont appris à utiliser eux-mêmes les graveurs. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'enregistrais sur cassette parce qu'à l'extérieur, c'était plus pratique. Et puis maintenant, je viens faire une dupli, tout simplement. Pour la musique, la loi autorise un nombre illimité de copies. Seule obligation, les conserver et en faire un usage strictement privé. Mais cela, les clients du magasin ne l'ont pas tous vraiment compris. Je vais les offrir. Je les ai achetés, je vais les offrir. Quel type de CD audio ? Vous savez qu'on n'a pas le droit d'offrir des copies.
Je vais donner les originaux. Je vais donner les originaux et les garder pour moi. C'est ce que je vais faire. Le magasin a ouvert il y a 10 mois, c'est un succès. On grave 1000 CD par semaine, 49 francs le CD audio, 79 francs le CD-ROM. L'affaire est très rentable. Nous avons déjà 2 magasins montés en France, un à Valence ici donc, l'autre à Clermont-Ferrand. D'autres projets sont en cours sur des régions telles que Montpellier, Lyon, un projet qui débute depuis hier sur Aix-en-Provence. L'évolution est bonne, le marché est porteur. En tout, Pascal Drou espère ouvrir 10 nouveaux magasins cette année en France. Mais si vous voulez recopier des disques, il n'y a déjà plus besoin d'ordinateur. Depuis quelques mois, on trouve aussi dans le commerce ces enregistreurs de salon qui se branchent sur votre chaîne. Ces appareils coûtent entre 3 et 5 000 francs. C'est Philips, l'inventeur de la cassette, qui les a sortis. Démonstration chez le constructeur. Donc on place dans le plateau d'enregistrement un disque vierge, CDR. Et puis si je veux par exemple faire une compilation, je mets un premier disque dans le plateau droit. Donc je ferme les 2 tiroirs. Donc là, le graveur s'est positionné sur la plage 1 et va démarrer l'enregistrement lorsque j'appuie sur play. Donc il n'y a rien de plus simple. Et là, l'enregistrement va commencer. C'est vraiment une évolution logique de ce qui existait dans le passé avec la cassette, où on a connu une évolution vers les doubles platines cassettes. De la même manière, aujourd'hui, le CD existait. À partir du moment où il est capable d'enregistrer, pour le grand public, il n'y a pas de raison de pas le commercialiser. Ce n'est pas du tout l'avis des maisons de disques. Nous sommes au siège de Polygram. Ici, on produit Johnny, Florent Pagny, Jane Birkin et beaucoup d'autres artistes. C'est l'une des plus grosses maisons de disques en France. Selon le PDG, l'apparition des copieurs de CD est une vraie menace. Attention, parce que si ce phénomène se développe, il est évident qu'il y aura moins d'entrées financières dans les maisons de disques. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais il y aura surtout beaucoup moins d'entrées financières chez les créateurs, beaucoup moins de moyens pour produire de nouveaux talents, et qu'à terme, on va complètement assécher la création musicale dans le monde. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Concrètement, on demande à ce que... l'idéal, ce serait qu'on interdise la copie. Interdire, retirer de la vente tous les graveurs de CD ? Idéalement, oui. Mais bien sûr, oui. Ça vous semble pas... Pas quoi ? Absurde ? Pourquoi absurde ? C'est le progrès. Si le progrès pour vous, c'est le fait qu'on a trouvé un système pour qu'on puisse plus produire de disques, dans peu de temps, ça va plus copier grand-chose. Hein. Il n'y aura plus rien à copier. Faisant un geste semblable... Cette polémique rappelle étrangement celle qui avait accompagné l'essor de la cassette vierge dans les années 70. Par les créateurs. Voici comment on peut réaliser d'une façon très simple et très quotidienne ce qu'on appelle un enregistrement pirate. Il suffit tout simplement d'enregistrer un morceau musical à la radio et puis de le vendre. Si vous vendez cette cassette, vous venez de commettre un acte de piraterie sur les phonogrammes. L'habileté. Déjà, les représentants de l'industrie du disque montaient au créneau. Ils attaquaient les fabricants de matériel et annonçaient la fin de leur profession. Il arrive un moment où, si la création n'est plus payée de son travail, sous une forme ou sous une autre, il n'y aura plus de création. À partir du moment où il n'y aura plus de création, il n'y aura plus de copie possible. Ce sera, comme le disait le professeur Soyer, demain le désert. Une cassette vendue 40... 20 ans plus tard, la cassette est toujours là, les maisons de disques aussi. Alors faut-il vraiment s'affoler devant les copieurs de CD ? Et 10 francs de marge bénéficiaire. Je fais une différence d'abord fondamentale entre la copie cassette et la copie CD. Pourquoi ? Parce qu'une copie cassette, c'était du son analogique, et la copie n'était pas très bonne. Puis une cassette, au bout d'un moment, ça s'use, et bon, c'est pas terrible. Le problème de la copie CD, c'est que c'est plus de la copie, c'est un clone. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le CD que vous allez acheter dans le magasin et le CD copié. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, imaginez demain qu'on invente une machine dans laquelle vous mettez un sac Vuitton, vous appuyez sur un bouton et crac, vous avez un autre sac Vuitton. Il y aura un vrai problème. On n'est plus dans la logique de la copie, on est dans la logique du clonage. Pour l'instant, impossible de chiffrer le manque à gagner lié à ces nouvelles copies. Cette année, le marché du disque est toujours en progression. On constate juste la stagnation des ventes de CD de titres. Selon les maisons de disques, ce serait précisément à cause de l'apparition des graveurs.
Difficile à vérifier, mais un nouveau marché du disque pirate est en train d'apparaître. À Marseille, lundi dernier, les gendarmes ont pu le constater. Ils ont saisi 1000 CD gravés dans une petite boutique du marché aux puces de la ville. Les pirates proposaient des jeux vidéo à 80 francs et tout un catalogue de variétés françaises et internationales, vendus 50 francs pièce. Vous avez Notre-Dame Paris, vous avez Kool and the Gang et vous avez Maria Carré. Ce sont 3 CDR qui ont été piratés. Je peux vous ouvrir à l'intérieur. On va ouvrir Notre-Dame de Paris. Et vous voyez, là, on s'est pas embêté, on met ND dessus, on met même pas d'étiquette et on vend 150 francs. Les pirates utilisaient ce graveur qui permet de réaliser 4 copies d'un CD en même temps. L'appareil coûte environ 30 000 francs et selon les enquêteurs, il aurait permis aux pirates de gagner en un an plus de 500 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de piratage beaucoup moins visible qui menace les maisons de disques. Nicolas et Thomas ont 21 ans, ils sont étudiants en informatique. Quand ils veulent de la musique, ils ne vont pas dans un magasin, ils allument leur ordinateur. Car sur Internet, on trouve sur certains sites des disques entiers qu'on peut enregistrer gratuitement. Il faut chercher, il faut passer pas mal de temps pour trouver l'ordinateur disponible au bon moment. Thomas cherche le dernier tube de Madonna. Oui. C'est difficile, les sites pirates sont durs à trouver. Oh putain. Donc là, par exemple, je viens d'arriver sur un site qui a toute une série de chansons, dont la chanson de Madonna que je recherche, qui est Madonna Ray of Light. Et je vais lui dire de me rapatrier la chanson. Oui. Et là, il va me falloir à peu près 8 minutes pour télécharger ce fichier. Dans 1 heure, on va pouvoir télécharger 5, 6, 7 chansons. On va avoir un album pour 8 francs. Voilà, globalement. Voilà. Le bip signale que la chanson est arrivée sur l'ordinateur et je vais pouvoir l'écouter. Et à l'écoute, le son a la qualité d'un CD. Donc là, elle est stockée sur mon ordinateur. Je peux maintenant l'écouter autant de fois que je veux et la garder à vie. Et cette chanson, il peut aussi la copier sur un disque grâce à son graveur de CD. On a une chanson sur notre ordinateur et on n'a jamais payé pour l'avoir. Ce qui fait que Madonna, la société qui distribue Madonna, n'a pas touché un centime du fait qu'on l'écoute là maintenant. Donc effectivement, ça c'est illégal. Des chansons comme celle-ci, Nicolas et Thomas en ont plus de 700 dans leur ordinateur. On les a rapatriés depuis Internet, comme on a fait avec la chanson de Madonna. On n'a jamais eu de CD entre nos mains. Et aujourd'hui, grâce à Internet, leur ordinateur est devenu un vrai jukebox. Là, par exemple, des vieux tubes comme ABBA. Sinon, on a une chanson d'ACDC, Ace of Base, Aerosmith, chanson française, Alain Souchon, Alan Théo aussi. Donc là, c'est typiquement une chanson qu'on va emmène-moi, un tube qui passe pendant quelques mois à la radio. On va pas acheter le CD. Là, on le récupère sur Internet et on n'a qu'une seule chanson d'Alan Théo. Voilà. Ça vous évite d'acheter l'album. Ça nous évite d'acheter l'album, on n'a qu'une chanson. Là, on a Hermès House Band, et We Survive, qui fait 4 minutes 4. J'ai juste à cliquer et la chanson. Voilà. Mais vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas acheté un CD, par exemple Ça fait un petit moment. Environ On va dire 6 mois. Et si vous me demandez quoi, je vais pas pouvoir vous répondre. Non, c'est vrai que personnellement, moi, j'achète quasiment. Enfin, j'ai jamais beaucoup acheté de CD, mais aujourd'hui, vous en achetez plus, en fait. Aujourd'hui, j'en achète quasiment plus. Ouais. Henri de Bodina, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le président de Sony Music France, l'une des grandes multinationales du disque, des jeux vidéo également. Vous y étiez au moment où Sony a lancé la PlayStation. Et maintenant, vous êtes un producteur de disques indépendant. Est-ce que vous êtes inquiet de ces copies
qui sont, semble-t-il, de plus en plus faciles et de très bonne qualité, comme on vient de le voir dans ce reportage. Je suis pas spécialement inquiet, car la copie a toujours existé. C'est vrai qu'elle est de meilleure qualité aujourd'hui parce qu'on est en numérique, comme le dit Pascal Nègre, c'est du clonage, ce n'est plus de la copie. Elle est facile aussi ? Oui, elle est très facile, mais elle a toujours été. Je ne suis pas spécialement inquiet. C'est clair que nous avons les moyens de poursuivre les gens qui font des copies à usage commercial. C'est d'ailleurs du vol. On vole à la fois les artistes et les producteurs. Et qu'il suffit de frapper fort, surtout ceux qui font des petits trafics de CD, comme on fait du trafic de drogue dans les lycées. Oui, enfin c'est peut-être un peu moins grave quand même, comparaison. Pour la santé, c'est moins grave la musique. C'est clair. Et donc, vous avez peut-être les moyens de frapper, mais on voit bien que ça se répand parce que c'est facile. Est-ce que vous iriez jusqu'à interdire la copie privée pour soi-même ? Oui. Carrément. Ah oui, je pense qu'il faut interdire la copie privée. D'ailleurs, pour les logiciels informatiques, la copie privée est interdite. Vous n'avez pas le droit de copier pour réutiliser un programme. Pourquoi est-ce que la musique, on aurait le droit de copier ? Et d'ailleurs, à quoi sert la copie ? Une fois que vous avez votre compact disque de Goldman, pourquoi est-ce que vous iriez le copier, sauf pour l'offrir à votre belle-mère ou pour offrir l'original à votre belle-mère et garder la copie ? Donc la copie privée est une plaisanterie. Enfin, la copie privée, quand même, ça s'est fait à toute époque. Avec déjà la cassette audio, on faisait des copies. Avec les disques, c'est pas très libéral de vouloir interdire aussi la copie privée. Non, la copie privée. Si on n'en fait pas un trafic, ça fait quand même, là vous y allez fort quand même, vous tapez fort là. Mais il faut supprimer, il faut couper je dirais la mauvaise herbe à la base, avec les racines. Or, la copie privée était une tolérance, mais n'était pas vraiment quelque chose de parfaitement légal. Là, je trouve qu'on aurait dû être plus intolérant et mieux protéger nos droits dans le passé. Là, vous défendez vos intérêts, là, je dirais, avec vigueur. Des intérêts qui sont importants parce que c'est vrai que c'est cher un disque. Hein, on pourrait penser que c'est un peu trop cher. C'est peut-être pour ça aussi que toutes ces copies ont du succès. Regardons le prix d'un disque. 70 francs de conception, fabrication, marketing, droit d'auteur également. 34 francs de distribution, 26 francs de taxes. Mais si on laisse de côté les taxes, vous pensez quand même qu'aujourd'hui, on pourrait baisser un peu le prix des disques. Vous vendez des disques à 100 francs, comment vous faites ? Vous payez les taxes comme les autres ? Oui, mon idée la suivante, c'est que 100 francs est un prix psychologique, car on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc en vendant à 100 francs, on vend plus de disques qu'en les vendant à 130 francs. C'est la vieille histoire de l'élasticité au prix. Et donc, je les vends 100 francs, parce que je pense que je donne accès à plus de consommateurs, et que je vais me rattraper sur les quantités, ce que je perds sur la marge unitaire. C'est aussi simple que ça. Sur les jeux vidéo, on va regarder le prix d'un jeu vidéo. C'est important aussi, parce que là, les prix peuvent paraître énormes. 400 francs pour un jeu vidéo. Il y a 159 francs de conception et de fabrication. Alors c'est vrai qu'un jeu vidéo coûte en moyenne 5 fois plus cher à fabriquer qu'un disque. 159 francs de distribution, 82 francs de taxes pour l'État. Le pirate, évidemment, 20 francs de duplication, c'est pas cher. En un mot, un jeu vidéo, un prix raisonnable pour un jeu vidéo, ce serait quoi ? Raisonnable et réaliste pour l'industriel qui le produirait et qui pourrait retrouver, je dirais, son bénéfice, réinvestir, etc. Ce serait quoi un prix raisonnable ? Raisonnable pour moi, ça serait environ 200 francs. Possible, réaliste, vous connaissez cette industrie, c'est réaliste ? C'est très réaliste. Alors pourquoi est-ce que il faut à la fois que les industriels et les distributeurs, qui comme le monde graphique gagnent beaucoup d'argent sur les jeux vidéo, fassent un effort et comprennent qu'un prix à 200 francs permettra de générer des volumes très importants et que, comme dans l'exemple que j'ai pris sur le disque, ils rattraperont sur les volumes ce qu'ils perdent sur les marges, un peu le principe McDonald's. Voilà, vous militez pour cet exemple-là dans l'industrie des loisirs. Tout à fait. Merci Henri de Bodina, merci d'avoir été avec nous. C'est vrai qu'aujourd'hui vous défendez ces intérêts, vous défendez les intérêts des artistes, des auteurs qui seraient lésés avec les copies piratées parce qu'ils n'auraient plus de droit d'auteur. Les artistes que vous connaissez bien et qui parfois sont victimes, mais qui peuvent parfois être eux-mêmes des pirates ou des copieurs. Enfin, pirates peut-être un peu excessif, mais des copieurs en tout cas. On va le voir dans ce reportage, car il y a un mot aujourd'hui à la mode, c'est le mot de sampling. Sampling, ça s'inspire de mot anglais sample, ça veut dire un échantillon en anglais, et parfois pour faire des tubes, pour fabriquer des tubes, on s'inspire de musiques qui ont été composées par d'autres, d'échantillons de mélodies composées par d'autres. Alors est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut comme ça copier son petit copain qui a fait un autre disque? Est-ce que c'est illimité comme possibilité? À qui profitent ces recettes du succès? Et au bout du compte, à qui appartient vraiment la musique? Reportage Denis Boutelier, Luc Golphin, Joachim Vallet. Petrified, kept thinking I could never live
without you by my side. Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back. Ce morceau, vous le connaissez tous, il s'appelle I Will Survive. Il date de 1976, d'abord chanté par Gloria Gaynor. Ce tube a fait depuis une multitude de petits, pas moins d'une dizaine de réinterprétations, toutes différentes. La plus célèbre a permis à Hermès House Band, un groupe inconnu, de vendre plus d'1,5 million de singles l'an dernier. Reprendre les succès des autres, c'est un des meilleurs moyens de vendre beaucoup de disques. Et pas besoin d'être célèbre. Nous sommes allés à Grenoble rencontrer un des plus grands spécialistes du genre. Vous ne le connaissez pas, il s'appelle Gilles Pellegrini. Amateur de Jean-Sébastien Bach, trompettiste de jazz, ex-chef d'orchestre de Johnny Hallyday, 20 ans de balle au compteur, l'homme est aujourd'hui un spécialiste de la copie de tubes de variété. Je pense avoir fait à peu près 400 albums. Ces albums, les voilà, des disques qui réinterprètent les succès du moment. Des boys bands à la chanson française, des musiques de films, de la techno, et même du rap et du rail. L'homme écrit son nom en tout petit sur les disques, mais il met sa fierté ailleurs, à copier au plus près les chansons originales. Ce sont des disques où on se rapproche de l'original à tel point que souvent on a été supérieur, je devrais le dire. Ça a été dit par d'autres et j'en suis assez fier. Il y a par exemple Patricia Cass. En plus, la chanteuse, elle ressemble à Patricia Cass parce qu'elle fait, elle fait des galas, c'est son sosie en plus. Et vous entendez comme elle chante, on dirait vraiment. Longtemps on l'a regardé. Là, il y a de la batterie, hein. Il y a des gens qui jouent. On faisait déjà sur scène ça, donc. Et beaucoup pensent que c'est l'original, alors que ça ne l'est pas. C'est Sylvie Valter. Gilles Pellegrini est musicien, bien sûr. Le violoniste possible pour le 22. Appelle-le, tu dis, bon voilà, il faut arrêter tout de suite là. Hein. Mais il est surtout businessman et homme de marketing, c'est la première clé de son succès. Quand il arrive à son studio d'enregistrement, tous les matins, dans cette petite maison de la banlieue de Grenoble, la première chose qu'il fait, c'est de consulter sur Internet sa Bible, le hit parade du jour. C'est vraiment les ventes qui font qu'on enregistre une œuvre ou pas. Il y a le classement de semaine en semaine. À partir de là, quand on voit qu'il y a un titre monte vite, eh bien on essaye on le fait. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que des fois on fait le titre et puis il se casse la gueule tout de suite après. Ça nous est déjà arrivé. Cette semaine, Gilles Pellegrini est dans le coup. Daniel Lavoie, Cher, L'Âme, Mano, les 10 premiers du top 50 sont déjà sortis sur ces disques. Ce sont des produits frais, et pour en percer le secret de fabrication, il faut descendre au sous-sol, dans le studio. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Ouais. À première vue, les ingrédients sont exactement ceux d'un enregistrement normal, à commencer par un ingénieur du son et de vrais instruments. De la guitare, de la batterie, des percussions. C'est des vrais instruments. Oui, qui sont rejoués par les musiciens de l'orchestre et de l'équipe. Là, c'est une guitare acoustique, qui fait des arpèges. Hein. Donc, ça, par exemple, c'est la musique du film Le Masque de Zorro, enregistrée il y a quelques jours à peine. Ça, c'est un slow, donc il n'y a pas beaucoup de... Là, je rentre la basse. Chaque instrument est retravaillé pour ressembler note à note à l'original. La distorsion, c'est tout ce qu'il y a derrière le chant, ça, on ne se rend pas compte, mais il y a tout ça derrière le chant. À chaque nouveau morceau, c'est un challenge, hein, parce qu'on passe derrière des morceaux qui ont été créés par de grands producteurs et de grands compositeurs, quoi. Mais l'atout maître de Gilles Pellegrini, ce sont ses chanteurs, une dizaine de très jeunes gens. Messieurs, dames, bonjour. Arnold, qui est mon neveu. Joey Mercer,
chanteur de l'orchestre également. Et la petite Amandine. Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Qui nous arrive, elle est de Perpignan. Et vous chantez dans quel registre? Lara Fabian, tout ce qui est romantique, tout ce qui est aigu. Voilà. Moi, je suis pas la rockeuse, je suis la romantique. Ils sont chanteurs de bal et rêvent tous de faire carrière. Mais ici, ils sont payés au minimum syndical, 500 francs, pour enregistrer une chanson en quelques heures. C'est parti pour le Masque de Zorro. Ils coûtent 5 à 10 fois moins cher que des professionnels confirmés. Et en plus, boys band ou rap, ils sont polyvalents. Ménélique, ouais, ça devait faire... Une question se pose à moi, à savoir si j'ai le choix sur le tempo ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai évacué pour la journée toute forme de soucis. Je me la roule debout, disons plutôt assis. Bon, c'était des choses comme ça. Et puis, bah, To Be Free, c'est je sais pas, partir un jour. Il faut toujours chanter avec le sourire quand on chante To Be Free, c'est très important, c'est comme Danny Briand. Dernière qualité et non des moindres, ils savent aller très vite. On a repris. Vous mettez quoi, 3 mois, 6 mois, vous entraînez pour arriver à refaire une voix? Non, c'est du rendement. Oui, enfin, quand on m'a donné les covers, 3 jours après, je les ai faits, quoi. Presque comme... Résultat, alors qu'un album de Lara Fabian peut prendre 3 à 6 mois d'enregistrement, ici, c'est 10 fois moins. Si on fait vraiment le forcing complet, on doit mettre 10 jours, quoi, à peu près. En 10 jours, on arrive à boucler le mixage et tout. 16 titres, quand même. 16 titres. C'est du travail, quand même. Mais bon, faut pas chômer, hein. On travaille jour et nuit. Il faut aller vite parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que les ventes sont à ce prix. Vous avez un titre qui peut marcher très fort pendant une semaine et puis se casser la gueule après. Et pendant cette semaine, s'ils ne l'achètent pas fait par nous, ils vont l'acheter fait par d'autres. L'homme a voulu monter vers les étoiles. Sur chaque disque, Gilles Pellegrini paye comme tous les producteurs des droits aux auteurs des morceaux. C'est 9% du prix de gros des disques, soit environ 2,50 francs par album vendu. Mais la différence, c'est qu'il enregistre pour 50 ou 60 000 francs 20 fois moins cher qu'un album normal. Résultat, des disques à seulement 35 francs. La femme de ménage qui a des enfants et tout, qui a de la peine déjà à arriver au bout du mois, elle a le droit aussi de se payer les 16 tubes pour ses enfants et tout, pour 35 francs, une grande surface. De toute façon, elle n'achètera jamais un CD à 140 francs où il y a un tube. Des disques comme ceux de Gilles Pellegrini, à 30 ou 40 francs, farcis de tubes copiés, il s'en vend chaque année des millions dans les rayons des hypermarchés. Il n'existe pas de chiffres précis, mais leur succès déclenche aujourd'hui la colère des grandes maisons de disques, les Polygram, EMI ou Sony. Particulièrement remonté, le directeur général adjoint de Sony, Jean-François Loury, son argument, ces disques trompent le public. On va garder que des tubes. Un tube, c'est tout de même l'alliance d'un titre chanté par un artiste et composé par un compositeur et écrit par un auteur. Donc que des tubes, ce ne sont pas des tubes, ce sont des copies de tubes. Hein, les tubes de l'été ne sont pas les tubes de l'été, ce sont des copies de tubes de l'été, des compiles de hits. Les compiles de hits, ce ne sont pas les hits puisque ce sont des copies de hits. Déjà, le titre est mensonger. Avec ces arguments, les grandes maisons de disques ont attaqué en justice les copieurs pour publicité mensongère, mais pour l'instant, sans succès. Reproduire un disque à l'identique, c'est parfaitement légal et pas besoin d'autorisation. Il suffit de verser leurs droits aux auteurs des chansons. Il ne reste au major qu'à constater les dégâts. Dans le brouhaha d'un magasin, la confusion est totale. Mais le recyclage de la musique aujourd'hui est devenu une nouvelle forme de création. Ça s'appelle le sampling. Écoutez ce morceau de MC Solar, sorti en 1994. Le vent souffle
en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dang, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval. Si la musique vous rappelle quelque chose, c'est qu'elle a été empruntée à quelqu'un d'autre. Devinez qui? Winchester et Remington. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Vous avez gagné. L'homme dans l'ombre, c'est Serge Gainsbourg. Le morceau s'appelle Bonnie and Clyde. Si le morceau de MC Solar est si ressemblant, c'est qu'il a mélangé sa voix avec l'accompagnement instrumental de Gainsbourg. Pourtant, rien à voir avec une reprise ou une copie, le texte et le chant sont entièrement nouveaux. Pour comprendre comment se fabriquent ces nouvelles chansons, nous avons été voir Guy Boyer, compositeur et expert auprès des tribunaux. Ah oui, on coupe les portables parce que sinon on va être... pas sérieux. Ah oui, oui. Il est aussi patron d'un studio près de Paris. À partir d'un extrait d'un disque existant, son ingénieur du son va bâtir une nouvelle musique. Ça, c'est le disque de Virginie Ramirez, qui est une production du studio. Je vais prendre un petit bout. J'enregistre dans l'ordinateur. Sur ce disque, il n'y a qu'un passage qui intéresse notre homme, ces deux mesures d'orgue, de basse et de batterie. Ça, il n'en veut pas. Et la voix, il n'en veut pas non plus. Voilà. Parfois passer des éclairs. Donc là, j'ai la partie qui m'intéresse dans l'ordinateur. J'ai donc cette partie, je peux grossir et voir la musique qui est représentée par toutes les courbes sur l'ordinateur. Un coup de ciseau électronique, et voilà. Et donc la musique s'arrête. Ensuite, je vais la dupliquer un nombre de fois infini pour pouvoir créer une nouvelle musique. Voilà, donc là, elle tourne sur elle-même. Ah bah non, ça finit. Tant qu'on n'appuie pas sur le bouton stop, ça fonctionne. Plus besoin de vrais musiciens, il n'a fallu que quelques minutes pour bâtir une ligne rythmique, sur laquelle on peut ajouter la musique qu'on veut, une improvisation de piano par exemple. Un nouveau morceau est né. Cette nouvelle façon de composer de la musique est désormais un élément clé de nombreux morceaux à succès. Le meilleur exemple, c'est cette chanson « Je danse le Mia » du groupe de rap marseillais IAM. Ce disque a été le plus joué sur les radios en 1994. Au départ, il y avait une autre version, restée beaucoup moins connue. Le compositeur de la musique d'IAM, le Marseillais Imhotep, 38 ans, raconte la naissance de ce morceau en plusieurs étapes. La première version de ce morceau est sortie sur l'album Ombre et Lumière. C'est un morceau qui datait, si je ne m'abuse, on a sorti le single en 94, c'est un morceau qui datait de 92. Je danse le Mia. Cette première version de Je danse le Mia restait confidentielle. La voilà, elle était surtout un succès en concert. Si les paroles sont les mêmes, rien à voir avec la deuxième version qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. IAM a eu l'idée d'y ajouter quelques notes de guitare prises chez un autre musicien. Écoutez. Stan Smith sur pied, le regard froid. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ces 4 notes de guitare, elles viennent de l'artiste américain George Benson. Le titre s'appelle Gimme the Night. C'est un disque qui date de quelle année ? 1980. Ok. Et ça, c'était un gros succès ? Ah oui, énorme. Énorme. Okay. On a voulu, pour ce morceau, il faut le dire, que ce soit accessible à un plus large public, avoir un lien musical très fort avec cette époque. Je veux dire, le morceau Give Me the Night, qui est un classique, c'est le déclencheur, on va dire. Il y a quelques grands classiques comme ça qui, dès qu'ils sont posés par un DJ sur une platine en club, hop, tout le monde est transporté 15 ans en arrière. Le petit bout samplé était vraiment la partie préhensible du morceau et celui qui, dans l'inconscient collectif, dit « Ah oui, je connais ça, il y a une accroche ». Qu'est-ce que vous appelez la partie préhensible ? Ce
Ce qui vous touche particulièrement dans une chanson, ce qui attire votre attention, la partie que vous mémorisez, la petite chose diffuse qui fait que vous aimez cette chanson plutôt qu'une autre. Contrairement aux reprises, quand on utilise un extrait de chanson, là, il faut avoir une autorisation. Le compositeur de Gimme the Night s'appelle Rod Temperton et c'est avec son éditeur que les rappeurs marseillais ont dû négocier cette permission. Et ça n'a pas été gratuit. Quelle est la part qu'a demandé M. Temperton? C'est confidentiel. En fait, IAM a dû partager ses droits d'auteur sur le Mia avec l'auteur de Gimme the Night. Petit calcul. Sur un disque vendu 130 francs, 8 francs iront aux auteurs, c'est 9% du prix de gros hors taxe, c'est la loi. Sur cet album de IAM, il y a 14 chansons, cela représente environ 50 centimes de droits d'auteur par titre, 50 centimes donc pour Je danse le Mia, à multiplier par le nombre de disques vendus, 410 000 albums et 450 000 singles. Il faut ajouter les droits sur les passages en radio, télé et en concert. Pour le Mia, cela fait un total de droits compris entre 3 et 4 millions de francs. IAM a dû en reverser environ un tiers à l'auteur de Gimme the Night, soit près d'1 million de francs. Un tiers des droits du Mia, ouais, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Mais ça justifie, ça se comprend. On a samplé la guitare de Benson. Tout le monde a reconnu ce morceau, ça a participé au succès du morceau. J'ai gagné de l'argent avec ça et c'est normal que je paye le gars que j'ai échantillonné. C'est normal, c'est du commerce. Le sampling, c'est du commerce, ça peut même être une véritable mine d'or pour les auteurs des plus grands tubes. L'exemple le plus spectaculaire, c'est le groupe star des années disco, Village People. Derrière cette poignée de beaux garçons américains, il y a en réalité un homme, un Français, Henri Bellolo, patron de Scorpio Music, auteur, compositeur, éditeur et producteur du groupe. Aujourd'hui, l'homme veille jalousement sur son trésor, les droits des nombreux hits de Village People. YMCA, c'est une œuvre qu'on a composée avec Jacques Morali dans les années 76-77 à New York. Et c'était spécialement destiné au groupe Village People. Combien aujourd'hui de demandes de samples et de reprises? Bon, je crois qu'il en arrive tous les jours de tous les pays du monde. C'est ça qui est amusant. Je pense qu'on doit en avoir une trentaine, une quarantaine en instance, chiffre réel. Ce sont les morceaux les plus samplés, c'est vrai, oui. Oui. YMCA, Go West, In the Navy, Macho Man, oui, c'est vrai. Ce sont les plus samplés. Impossible, où que ce soit dans le monde, d'utiliser les notes du groupe Village People sans en demander le droit dans ses bureaux. Et comme la demande est très forte, on ne se gêne pas ici pour exiger une grosse part du gâteau en échange d'une simple autorisation. Le dernier titre en date, samplé sur Village People, chanté par une inconnue, Diva Surprise, s'appelle On the Top of the World. Le nouveau titre emprunte les trompettes de ce tube, YMCA. Et voici le contrat qui a été signé avec le nouvel auteur du morceau, Walter Tayeb. Ouais, d'accord. Pour ces trompettes, Henri Bellolo a exigé tout simplement la moitié des droits d'auteur du nouveau morceau, 50-50, et ça aurait pu être beaucoup plus encore. À part égale. C'est le minimum qu'on puisse demander sur ce genre de disque. On a parfois l'occasion de demander beaucoup plus que 50%, ça peut être 80% ou 90% du nouveau titre. C'est une opération qui peut rapporter aux auteurs originaux, éditeurs et artistes originaux pas loin d'1 million de francs, j'allais dire 100 millions anciens, 1 million de francs. À ce prix-là, les artistes sampleurs peuvent parfois être tentés de ne pas demander d'autorisation. Mais là, gare aux pirates, c'est la justice qui tranche et ça peut faire très mal aux copieurs. Le trio de fantaisistes, les Inconnus, peut en témoigner. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier, c'est la Croix. Retour en arrière en 1991 sur ce Auteuil-Neuilly-Passy, resté en travers de la gorge des Inconnus. C'était notre ghetto. Et mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry, Patrick Stanislas Duc de Montmorency. Paroles brillantes, mise en scène impeccable, seul petit problème, la rythmique de basse a été recopiée dans un disque de 1970 du musicien américain Maceo Parker Jr. C'est le monsieur au saxophone, l'emprunt n'apparaît pas évident, tout simplement parce que le morceau a été légèrement accéléré. Mais les auteurs ont attaqué les Inconnus en justice et la Cour d'appel de Paris leur a donné raison.
Les fantaisistes ont dû payer 200 000 francs à chacun des musiciens originaux américains, soit au total une note d'1,5 million de francs à verser aux 7 créateurs du morceau. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. C'était une idée de notre DJ Keops qui est un fanatique absolu de l'OM et qui a dit ça serait bien un jour de faire un titre avec en reprenant les chants du stade. Ok, super, on a commencé à travailler là-dessus et il a dit ah ouais ça y est j'ai une idée, on va sur ce morceau, le refrain ça va être on vous met le feu. Seulement voilà, les œuvres sont protégées pendant 70 ans après la mort de leur auteur, et ce chant du stade est en fait une polka, composée dans les années 30, et donc pas libre d'utilisation. La bière barrel polka, c'est ça. D'accord, ça c'est la bière barrel polka. Mais c'est bien ça qu'ils chantent les supporters de Marseille. C'est une polka, on savait même pas, nous on croyait que c'était dans le domaine public, tu vois, c'est une mélodie, c'est limite comptine pour enfants, quoi. On savait même pas que c'était un truc déposé, une musique d'époque. La polka en question, je la connais pas, moi, la version originale, quoi. 25% ou du 30% ou peut-être même plus que ça. Je sais plus exactement à combien c'est négocié ce truc-là, mais on a été pris de court. Le gars est arrivé, il a fait non, je veux ma part, c'est ma polka. On a casqué. Dire un titre sans avoir toutes les autorisations. Mais la musique actuelle, c'est la techno. Elle se fait de plus en plus dans des caves et avec d'autres mœurs. C'est un peu le bordel. Ce Capharnaüm, c'est le studio de DJ Gilbert, musicien, DJ à succès et producteur de disques à la marque Versatile. Sa musique est entièrement composée à partir d'extraits pris dans des disques du commerce, une musique qui ne coûte presque rien. L'avantage de ça, c'est que ça coûte pas super cher. Ça coûte 8000 francs comme machine. Il y a des entrées, des sorties digitales. C'est-à-dire il y a des gens, moi je connais des gens qui font tout avec ça, quoi. Toute leur musique entière, quoi. La matière première, ce sont ces 10 000 disques vinyles, une des plus belles collections de Paris. Gilbert fait son choix. Tiens, celui-là est bien. Il met ses disques sur la platine. Et grâce à son ordinateur, il enregistre les sons qui l'intéressent sur ce drôle d'appareil. C'est un nouvel instrument, et voilà ce que ça peut donner. C'est-à-dire un clic, c'est-à-dire ce qu'on entend là, c'est un métronome qui bat à la mesure. Et là, je vais enregistrer. Sur chacune de ces touches, un son pris dans un disque différent. Je marche tout seul. Voilà, je fais. Voilà. Une autre caisse. Voilà, c'est enregistré. La basse. Là, j'ai enregistré ça. Etc. quoi. Là, c'est un peu le principe de base, c'est ça, quoi. Dans un de vos disques, il y a combien, à votre avis, d'extraits de disques différents? Je sais pas, c'est énorme, quoi. Il y a peut-être 150 bouts, quoi. Certains de ces bouts dépassent à peine une seconde. Difficile dès lors de déterminer les droits des auteurs de ces disques. Moi, ça m'arrive souvent de pas clearer des centres, quoi. Parce que, bon... C'est-à-dire de pas les déclarer, quoi. Parce qu'en fait, des fois, les disques, on les vend pas énormément d'exemplaires. Franchement, surtout les Américains, c'est tellement excessif. Eux, quand on n'a pas vendu 200 000 disques, ils en ont rien à foutre. Donc, parfois, on le fait pas, quoi. Le nouveau western. À qui appartiennent aujourd'hui les droits de la musique, les nouvelles technologies n'ont pas fini de brouiller les cartes. Le nouveau western. Voilà, un phénomène de la reprise qui a marqué l'année musicale. À noter que la semaine prochaine, un numéro spécial de Plus vite que la musique, avec d'autres enquêtes, de nombreuses enquêtes, reportages et de nombreux autres exemples. Un numéro très complet vous sera proposé par Christophe Crenel sur ce sujet samedi prochain à 20h10. Claude MC Solar, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vu un petit peu aussi, comme d'autres, vous inspirer de musique et de morceaux qui existaient déjà. Le sample, aujourd'hui, c'est devenu un des ingrédients absolument indispensable de la création. Oui, ça paraît indispensable pour un certain type de musique. Ça évite par exemple beaucoup de répétitions, beaucoup de musiciens. On peut faire de la musique chez soi.
Et puis il faut trouver de la matière pour ça. Alors la matière, les sons, c'est un peu comme une banque de sons finalement, tous les disques qui sont samplés. La manière dont le dernier intervenant, Gilbert, l'utilise, c'est je prends des sons à droite à gauche et je fais une création entièrement différente. Oui, lui, il ne demande pas toujours l'autorisation. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Oui, il ne demande pas toujours l'autorisation. Et puis, à la limite, il prend juste des notes, hein, semble-t-il, dans l'exemple qui a été montré. Vous demandez l'autorisation ? Quand ça ressemble à une reprise ou quand c'est une espèce de dédicace, oui, il y a une demande d'autorisation. Pour le nouveau western, par exemple, le cheminement a été, tiens, on va utiliser du Serge Gainsbourg. Ça, c'est Pigalle Boombas qui a eu cette idée. On va utiliser du Serge Gainsbourg parce que tu aimes Gainsbourg. Et rendre hommage, il faut demander à qui appartient cette musique. Donc on a demandé aux héritiers de Gainsbourg, à ceux qui détiennent les droits aujourd'hui et qui ont la réputation d'être très vigilants et très attentifs à la mémoire pour protéger la mémoire de Gainsbourg. Est-ce que ça a été facile de les convaincre de réutiliser des extraits ? Ça a été assez facile dans un sens, mais je comprends des fois qu'on essaye de préserver la mémoire de quelqu'un. Donc, il a fallu envoyer une cassette avec ce qu'on fait du titre, est-ce qu'on détériore la chose, envoyer des paroles aussi, voir si on ne faisait pas quelque chose de négatif de cette chanson, et puis ensuite c'est à eux de choisir, mais ça a été assez facile, je crois qu'en moins d'une semaine, on a eu un accord. Oui, et puis c'était peut-être parce que c'était vous aussi, je sais pas, vous les connaissiez Charlotte Gainsbourg, Bambou, etc. Donc je les connaissais pas encore à cette époque-là, mais surtout je crois que c'était l'envie de faire quelque chose de différent, pas de faire une reprise, pas l'envie de faire un cover, une adaptation, mais de se servir de l'essence de l'œuvre pour en faire une autre. Pour en faire une autre et en faire la vôtre. Alors on voit que c'est un phénomène donc assez courant. On va voir que cette année par exemple, les titres écoutés à la radio, 15% des titres écoutés à la radio provenaient d'œuvres samplées en fait, à partir soit de reprises, soit de samples. Vous-même, vous le faites souvent, là on l'a vu avec Nouveau Western, je crois qu'un de vos titres qui a été dans les hits parades cette année, Paradisiaque, était lui-même un sample de Diana Ross. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diront, peut-être, finalement, vous êtes un copieur, vous copiez les autres et vous ne créez pas de choses nouvelles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je répondrais qu'il y a par rapport à la personne qu'on a vue au début du reportage, le producteur qui fait... Et moi, je trouve qu'on s'inspire, on essaye d'apporter quelque chose d'autre. On n'est pas faussaire. C'est vrai qu'on est un peu copieur, on s'inspire de choses qu'on a aimées, mais pas avec une volonté d'être un faussaire. Je crois qu'on essaye je sais pas, on a de la pâte à modeler, on essaye d'en faire une autre forme. C'est pas obligatoirement. C'est de l'inspiration. Souvent, on aime ce qu'on reprend, et puis on essaye de pas faire exactement la même chose. On essaye de pas reprendre le refrain. On essaye de pas Donc oui, c'est de l'inspiration plutôt que de la copie. Et puis surtout, quelque chose d'important, c'est prévenir la personne à qui appartient le titre, c'est-à-dire donner un coup de téléphone, on va employer une partie de votre musique, est-ce que ça vous satisfait, qu'est-ce que vous voulez en contrepartie, on veut écouter les paroles, on veut ceci et cela, et c'est plus normal, entre guillemets. Alors, justement, à propos de prévenir, est-ce qu'on peut toujours prévenir ? Parfois, est-ce qu'on sait toujours aussi d'où ça vient ? Alors, vous allez me dire, si on s'en inspire, c'est qu'on sait que ça existe, donc on peut savoir d'où ça vient. On va écouter un de vos morceaux, une de vos chansons très célèbres, qui est Bouge de là. Et est-ce que vous saviez, elle s'inspirait fortement d'une chanson des années 70 qui était The Message. Vous le saviez ou pas ? Oui, bien sûr. On va écouter l'extrait de Bouge de là. Voilà, et maintenant The Message, chanson des années 70. À l'époque, est-ce que vous les aviez prévenus ?
Non, à l'époque, on les a pas prévenus. On était dans une ère, la nouveauté, le sampler, les choses qu'on écoutait aux États-Unis, il n'y avait aucune loi non plus, semble-t-il. On entendait des disques qui se servaient de samples, mais il n'y avait rien qui était déclaré, donc on les a pas prévenus. Et puis à un moment, et puis surtout, c'était pour nous qui étions nouveaux dans ce domaine musical, très très dur à trouver. Mais ils se sont manifestés assez vite, et puis on a régularisé parce qu'il le faut, quoi. Et est-ce que on vous demande de pouvoir reprendre des morceaux que vous avez pu composer ou des chansons que vous avez faites pour vous sampler? Est-ce que vous recevez des demandes? J'ai reçu quelques demandes émanant d'Allemagne et d'Angleterre sur des titres que mes compositeurs ont composés. Et on ne savait pas quoi dire exactement. Alors notre tendance c'était plutôt vas-y et puis envoie-nous le support. Tant que c'est quelque chose qu'on n'a pas samplé, on est toujours assez satisfait d'avoir des demandes. Même si le résultat après vous plaît moins, quand ils vous envoient ensuite ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'on demande. Et puis il y a quelque chose qui est assez difficile dans ce travail, c'est que souvent c'est les maquettes. Les gens emploient directement des samples parce qu'ils en ont besoin pour faire leur maquette dans leur home studio, et c'est ensuite qu'ils doivent demander. Oui, si ça me plaît pas ou si ça plaît pas au compositeur, il est clair que il donnerait une fin de non-recevoir, comme on dit. Merci Claude d'avoir témoigné avec nous de ce phénomène qui est, semble-t-il, de plus en plus répandu. Merci beaucoup, et puis c'était très 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 explicatif. Bon, alors nous avons vu comment protéger ou pas la musique, nous allons voir maintenant comment se protéger ou pas quand on est un personnage de bande dessinée, avec un cas exemplaire dont on a beaucoup parlé cette semaine. Il était à l'affiche et de manière spectaculaire, ils étaient plutôt à l'affiche. Il s'agit d'Astérix et d'Obélix. Comment les auteurs de la célèbre bande dessinée protègent-ils les produits dérivés qui s'inspirent de leur œuvre? Combien rapportent tous ces produits dérivés d'Astérix? C'est une enquête signée Grégoire Marseille et Franck Mathieu. Depuis une semaine, impossible d'y échapper. Cette file d'attente est uniquement pour Astérix muni d'ouvriers uniquement. Dans toute la Gaule, Astérix et Obélix débarquent sur grand écran. 150 000 billets vendus dès la première séance. Et si le succès populaire se confirme, il n'y a pas que les producteurs du film qui vont en profiter. Ivry, banlieue de Paris. Dans cet immeuble, le siège d'une société spécialisée dans le t-shirt. Et pour cette petite entreprise, la sortie du film, c'est une véritable bénédiction. Ouais, parce qu'il faut que ça parte cet après-midi, hein. Il y a 2 ans, la société déposait le bilan. Cette année, les affaires reprennent. Et c'est grâce à ces modèles, des t-shirts à l'effigie d'Astérix et d'Obélix. Le fax vient d'en cracher une, comme on dit bizarrement. Gérard Grenet, le patron, se frotte les mains. Le fax n'arrête pas de sonner. Les commandes affluent. Nos bons clients. Quand tu fais comme ça, on est content de les dérouler parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des commandes qui font à peu près quoi, pas de 2 mètres de haut, quoi. Donc, et 2 mètres de haut, ça fait combien de pièces? 2 mètres de haut, je sais pas, vu de nez, je dirais 3-4 000 pièces, quoi. Et c'est comme ça depuis le début du mois de janvier. Bah là, on a le tableau des commandes en cours. Bah, disons que pour donner une image, l'année dernière, on a fait à peu près 70 000 pièces. Bah là, rien que pour le premier trimestre, on a en gros 50 000 pièces qui sont à livrer. On a déjà donc en portefeuille pratiquement le volume que ce qu'on a traité l'année dernière. Donc ça laisse espérer un bon chiffre pour cette année. La société ne compte que 6 employés, mais cette année, pour faire face à la demande, Gérard Grenet s'est attaché les services d'une super vendeuse. Bonjour, pourrais-je avoir Madame Zanga, s'il vous plaît? De la part de Madame Botin. Monique Botin connaît le milieu de la grande distribution sur le bout des doigts. Pour décrocher des commandes, elle joue de ses contacts. Merci, au revoir. Là, vous avez une commande de 15 000 pièces qui va arriver. 15 000 pièces? Voilà. Bonne commande, ça. C'est une bonne commande. Il y en a tous les jours des comme ça? Pas tous les jours, hélas. On voudrait bien. Une bonne journée pour Monique. En vendant ses 15 000 t-shirts, elle vient d'empocher 22 000 francs de commission. Et le vert, regarde le vert. Mais cet engouement pour Astérix, c'est surtout une bonne affaire pour Gérard Grenet, car ces t-shirts lui permettent de réaliser des marges très confortables. Chaque pièce à l'effigie du petit Gaulois lui coûte 15 francs, il les revend le double à ses clients, et vous les payez 80 francs en magasin. Astérix vaut donc de l'or, alors comment obtient-on l'autorisation d'utiliser son image? Qui détient les droits de ces personnages? Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. La société propriétaire des droits d'Astérix se trouve dans cet immeuble. Ce sont les éditions Albert René, et ici le patron c'est Albert. Le dessinateur, Albert Uderzo,
un des créateurs de la bande dessinée. Ça va, les affaires roulent. Il détient 80% des parts de la société, les 20 autres pourcents appartiennent à cette jeune fille. Il n'y a rien à modifier. Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, l'autre créateur d'Astérix. Uderzo, le dessinateur, Goscinny, l'auteur, ont conçu Astérix dans un atelier de Bobigny, situé dans une rue au nom prédestiné. Goscinny est décédé en 77, depuis Uderzo a seul repris le flambeau. Mais cette histoire d'irréductible gaulois, ils l'ont créée ensemble. C'était à l'été 1959, autour d'un verre de pastis. Ça a été très rapide puisque je n'invente rien. En un quart d'heure, il y avait le village, le chef du village, le barde, évidemment le druide, Astérix, Obélix, il n'avait pas un grand rôle. Obélix, Panoramix, Assurance Tourix, c'est Goscinny qui a trouvé la plupart des noms des personnages. Et si Astérix commence par la lettre A, ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que, disait-il, quand nous ferons paraître notre série dans une encyclopédie de bande dessinée, il sera dans les premiers. Précaution inutile, Astérix n'a pas eu besoin de cette astuce pour qu'on se souvienne de lui. C'est aujourd'hui la bande dessinée francophone la plus célèbre du monde, même devant Tintin. C'est des personnages qui sont beaucoup plus savants que moi parce qu'eux arrivent à parler 85 langues et dialectes. Il y a la version latine, la version grecque ou encore la version coréenne. Au total, en 40 ans, Astérix s'est vendu à 280 millions d'exemplaires dans le monde entier. Un patois allemand. Les ventes d'albums rapportent chaque année 20 millions de francs, mais ça ne représente qu'un tiers du chiffre d'affaires des éditions Albert René. Le reste, ce sont les produits dérivés. Réveil idée fixe, jeux de cartes ou casquettes Astérix, sur tous ces produits, les éditions perçoivent une redevance. Un pactole qui rapporte près de 40 millions de francs par an. Car ici, on veille à ce que tous ceux qui utilisent l'image d'Astérix passent à la caisse. Vous pourriez me donner les contrats à faire signer? Oui. Je vais regarder si j'ai ça quelque part. J'y vais alors. C'est Régis Marsac, le bras droit d'Albert Uderzo, qui se charge de faire la police, et il a beaucoup de boulot. Des cas litigieux, il en arrive toutes les semaines. Merci. Donc, il y a les Ce matin, il s'agit de ces figurines repérées il y a quelques jours en Espagne. D'accord. Merci, Nelly. On a un réseau de correspondants dans le monde entier qui déposent nos marques et qui surveillent en fait les contrefaçons avec les douanes locales. Ils ont des accords. Et donc là, en l'occurrence, c'est notre avocat qui nous l'a amené. Des cas comme celui-là, Régis Marsac en a plein son placard. Il n'y a pas que des contrefaçons, mais disons qu'un quart du placard est rempli par des dossiers de contrefaçon. Ces affaires se règlent toujours devant les tribunaux, car ici on a l'assignation facile. Dès qu'un produit porte le nom d'un des personnages de la BD, on n'hésite pas, on attaque. Exemple avec le cas d'une grue de chantier. Ce sont des gens qui avaient appelé leur grue Obélix. C'était le nom du modèle. Donc en fait là on les a attaqués parce que effectivement personne n'a le droit d'utiliser de nommer son produit Obélix sans notre autorisation. L'an dernier, pour des cas similaires, les éditions ont perçu plus de 500 000 francs de dommages et intérêts. Si Régis Marsac obtient toujours réparation, c'est parce que ces personnages de bande dessinée sont très bien protégés. L'INPI à Paris, l'Institut national de la propriété industrielle. Au sous-sol de ce bâtiment, la salle des marques. Toutes les marques en vigueur en France y sont répertoriées, il y en a plus d'1 million, et parmi celles-ci, une bonne dizaine concernent les personnages de Goscinny et d'Uderzo, à commencer bien sûr par les plus célèbres. Là, donc, vous avez une marque figurative, Astérix. Vous savez que c'est déposé par les éditions Albert René. Et après, vous avez toute la liste des produits et services qui sont traduits là dans les 11 langues de l'Union européenne. Ce document donne aux éditions Albert René le monopole de l'utilisation des noms Astérix et Obélix, et ce pour 42 familles de produits, soit quasiment tous les produits existants. Matière de rembourrage, tapis, paillasson, viande, poisson, épices, glace à rafraîchir, boissons de fruits, tabac, éducation et divertissement. Voilà des exemples de... Oui, à boire et à manger. Oui, visiblement une cible assez large. Et c'est comme ça pour presque tous les personnages de la BD, même les seconds rôles comme Abra Raccourcix sont déposés et protégés. Si demain je fais une brosse à dents Abra Raccourcix, eh ben, vous pourrez venir avec votre certificat d'enregistrement et me dire vous n'avez pas le droit puisque j'ai déposé cette marque avant vous et vous n'avez pas le droit de la reproduire. Et ça vous coûtera très cher. Ça peut me coûter cher, sauf si je me défends bien, mais ça me coûtera de toute façon un petit peu cher.
En fait, pour utiliser Astérix et ses petits amis, pas d'autre solution que d'en passer par les propriétaires de la marque, les éditions Albert René. Et ici, celle qu'il faut convaincre, c'est Catherine Rancillac. Elle centralise toutes les demandes de produits dérivés, elle reçoit minimum une vingtaine de propositions par semaine, et la sélection est impitoyable. Ça, c'est pour du poulet allégé. Donc on voit très bien qu'Obélix mange du poulet allégé, puis voilà ce qui devient. Et ça n'a pas retenu votre attention? Bien sûr que non. Parce qu'Obélix, il va jamais manger un produit allégé. C'est pas possible. C'est évident, ça lui va pas du tout. Ça va à l'encontre du personnage? Ça va à l'encontre totale de ce qu'il est, de son sens propre. Mais ça, on a beaucoup rigolé. Affaire classée, la proposition ne cadre pas avec le personnage. Au total, Catherine refuse 95% des demandes qu'elle reçoit. Bon, là, c'est aussi très classique. Agent spécialisé dans la communication médicale. Nous sollicitons l'autorisation d'utiliser une image d'Astérix tirée de l'album La Zizanie. Non, c'est une loi chez nous. Imaginez que la potion magique, c'est un médicament avant l'heure? Oui, mais justement, c'est pas un médicament. Ça doit rester magique, ça doit rester inconnu, ça doit faire rêver les enfants. Pas de médicaments, pas de produits allégés et pas de politique non plus. Un grand parti l'a récemment appris à ses dépens. Ce week-end, le RPR avait présenté à ses cadres cette affiche, inspirée de l'univers d'Astérix et portant cette légende. Gauloise, Gaulois, vous en avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde, nous aussi. Avril dernier, en plein combat des chefs de l'opposition, le RPR propose cette campagne sans en avertir Uderzo. Le dessinateur a aussitôt demandé le retrait de l'affiche en rappelant cette règle d'or. Astérix ne fait pas de politique. Depuis bientôt 40 ans qu'existe Astérix, nous n'avons jamais prêté le personnage dans un domaine politique quel qu'il soit, que ce soit de gauche ou de droite. C'est pas l'importance, c'est surtout le fait même que ce personnage n'a pas du tout été créé pour avoir ces ambitions-là, ni cette vocation-là. Pour le RPR comme pour les autres, les éditions Albert René ont été intraitables. Quant à ceux qui obtiennent le feu vert, ils ne sont pas au bout de leur peine. Nous sommes à Chauvigny, dans la Vienne, chez un fabricant de porcelaine qui s'est lancé dans la vaisselle Astérix il y a 6 mois. Là, on a bien l'initiale de la promoteuse, à elle. Ce matin, Catherine Rancillac a fait le déplacement à l'usine pour une petite tournée d'inspection. Le carnet de commandes de l'entreprise est déjà bien rempli et Yann, le responsable marketing, veut encore élargir sa gamme. Donc là, on voit que c'est pour tel client. Le problème, c'est que pour chaque nouvelle pièce, Yann va devoir obtenir l'aval de Catherine. Pour l'amadouer d'entrée, il a une idée géniale. Et l'estampille. Selon lui. D'ailleurs, c'est une estampille qui a fait énormément rigoler toute la clientèle. Vous avez porcelaine de Limoges, fabriquée en Gaule. Je suis assez fier de cette idée. Catherine a trouvé ça marrant et donc elle a accepté qu'on mette ce petit clin d'œil à nos origines. C'est pas une idée super originale. Ah bon? Mais ça vous plaît quand même? Je crois que j'étais le premier. Non, vous n'êtes pas le premier, non. C'est une idée éculée, mais pas encore. La suite va être moins heureuse. Yann veut profiter de l'effet du film, il est donc très pressé de lancer ses nouveaux produits. Pour gagner du temps, il va alors lui proposer ses anciens modèles sur lesquels il n'y a plus qu'à poser l'effigie Astérix ou Obélix. Catherine, là on est quand même à mort dans l'Obélix. Mais j'y pense en voyant, on se balade ensemble. Exemple, ce pot à terrine en forme de sanglier, la viande préférée d'Obélix. On le garde dans un coin. Et là encore, ça n'emballe pas Catherine. Moi j'y crois pas. C'est le côté kitsch qui vous déplaît? Oui, c'est le côté kitsch. En plus, c'est quand même un sanglier qui est plus très vivant. Il n'est pas très joli. Il ressemble pas à un sanglier que dessine Uderzo. Et en plus, je vois pas tellement l'intérêt. C'est trop gadgetisé. Trop gadget, trop kitsch, projet recalé. Catherine est tatillonne. Tous les licenciés Astérix doivent se soumettre à son contrôle. La partie, c'est un peu fantaisie, avec tous, avec sauf un. Un peu utilitaire. Celui-là, le parc Astérix. C'est le plus gros licencié des éditions Albert René. C'est surtout la vitrine d'Astérix. L'hiver, le parc est fermé. C'est la saison des travaux. Rénovation, changement de décor et coup de pinceau. Pour surveiller tout ça, ce n'est pas Catherine qui fait le déplacement, mais le bras droit d'Albert Uderzo, Régis Marsac. Il vient faire sa tournée d'inspection une fois par mois.
qui est. Alors il est évidemment placé pour qu'on le voit. Voir dans certaines. Oui, parce que Ce matin, Olivier de Boredon, le patron du parc, lui fait découvrir ses nouvelles sculptures installées autour du village gaulois. Elles sont inspirées de l'album Astérix chez Razad. un peu gros quand on les voit de ce côté-là. Non. Donc ça c'est l'éléphant. Vous voyez, c'est quand même Belle bête. c'est un bel éléphant. Hein. C'est en quoi en fait? C'est de la résine. La résine Alors, tout sur ça un doit treillis être métallique. maintenant poncé, etc. Il vous plaît l'éléphant? Il m'a l'air réussi, tout à fait. Il est impressionnant quand on est à côté. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Simplement là, on va avoir un flux réel. Pas de mauvaise surprise, c'est normal. Ces nouveautés, Régis Marsac les a déjà approuvées il y a plusieurs mois, sur dossier. Car Olivier de Boredon ne lance jamais le moindre investissement sans obtenir son aval. 45 mètres. Buvette, attraction, décoration, rien n'échappe à Régis Marsac. Extérieur pour pouvoir amener le parc au potentiel. Maintenant, la nouvelle attraction, c'est l'oxygénarium. L'oxygénarium. Ça, je vous avais pas montré tous les dessins. Non, voilà, ça vous n'avez pas pu vu voir. encore, oui. C'est l'invention de Ferdinand Tefele qui avait décidé pour l'exposition universelle de 1900 de créer une machine qui allait dépolluer les Parisiens. D'où le nom oxygénarium. D'où le nom oxygénarium. Donc le principe est assez simple, hein, ce sont des véhicules ronds qu'on appelle. Cette attraction est inspirée d'un inventeur français du début du siècle. Régis Marsac va donner son accord pour sa construction, même si elle n'a aucun rapport avec la bande dessinée. À l'arrivée, ils sont dans une Et le patron du parc ne s'en offusque pas. Pourquoi vous avez quand même un droit de regard dessus? Parce que c'est contractuel et il s'agit du parc Astérix. En fait, ça s'explique très clairement puisque le parc s'appelle Parc Astérix, donc porte le nom du héros créé par Goscinny et Uderzo. Il est tout à fait légitime que Uderzo veille à l'utilisation qu'on fait de ce nom-là. L'utilisation de ce nom, Uderzo y veille. Il l'a fait aussi payer très cher au parc, 11 millions de francs par an. Avec l'ensemble des produits dérivés Astérix, les éditions Albert René gagnent ainsi 2 fois plus d'argent qu'avec la bande dessinée. Voilà, des produits dérivés d'Astérix qui rapportent donc de plus en plus et le record sera peut-être battu cette année par le film Astérix et Obélix contre César. Le film qui, si les objectifs du producteur sont atteints, pourrait rapporter 12 millions de francs aux éditions Albert René. La semaine prochaine, Bernard de la Villardière vous proposera un numéro de Zone Interdite. En 2000, La peur de l'apocalypse. Et dans 15 jours, un nouveau numéro de Capital, salarié contre patron. Toutes les informations concernant cette émission, vous pouvez les retrouver sur le Minitel 3615, code M6, rubrique Capital, ou sur Internet www.m6.fr. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, François Ducroux, Frédéric Désert, Norbert Bellèche. Merci à vous tous qui l'avez suivi. À dans 15 jours. Tout de suite, Culture Pub, Thomas Hervé, Christian Blachas. Bonsoir.